Bonjour, bienvenue au deuxième webinaire de notre cycle numérique et métiers de l'agriculture qui va mettre l'accent aujourd'hui sur les outils pour s'informer, partager, se former et recruter. Je suis Anne Portage, je suis chargée de mission à l'agence SADOC, l'agence de développement économique de l'Occitanie. Et nous avons organisé cet événement avec le pôle de compétitivité Agri-Sud-Ouest Innovation et le soutien de la Chambre régionale d'agriculture, de l'Institut Agro et de la Cité de l'économie et des métiers de demain. Donc, un petit rappel du contexte qui nous a amené à organiser cet événement. On a, comme la plupart du temps, un peu tendance dans l'écosystème de l'innovation à organiser des événements tournés très technologie. Donc, on va mettre l'accent sur la technologie ou les apports en rendement ou en économie qu'on peut avoir grâce à ce type d'outils en agriculture. Mais on se focalise assez rarement sur ce que ces solutions apportent en termes de qualité de vie, apportent aux métiers et aux hommes qui travaillent dans ces métiers-là. Or, ces métiers de l'agriculture sont confrontés à de nombreux problèmes, pas tant en termes de déficit d'attractivité, puisqu'on constate que le nombre d'actifs en région, par exemple, se maintient, qu'il attire encore de nouvelles vocations par une forme d'idéalisation de l'agriculture dans le contexte de transition écologique et environnementale qu'on connaît. Mais néanmoins, il y a quand même un problème notable de vieillissement des exploitants agricoles et de transmission des exploitations. Et on note également que les métiers de l'agriculture souffrent d'un problème lourd en termes de vivabilité. On sait que les revenus agricoles sont insuffisants, souvent très faibles, mais on a également de gros problèmes de pénibilité des tâches, de qualité de vie difficile, de perte de sens et de déficit d'image. Les agriculteurs et les salariés de l'agriculture sont également confrontés à des problèmes en termes de gestion des ressources humaines, aussi bien depuis le recrutement que par la formation, le maintien des compétences, le renouvellement des générations. Donc, on a décidé de vous proposer de traiter ces sujets-là en 2 webinaires. Le premier s'est déroulé la semaine dernière, le 7 avril, autour des solutions qui permettent d'améliorer éventuellement la qualité de vie des actifs de l'agriculture. Et cette semaine, on se propose de traiter plus des problématiques de ressources humaines avec 2 objectifs: sensibiliser les utilisateurs de ces outils aux opportunités que ces solutions représentent, et puis essayer surtout d'être très illustratif au travers d'exemples, et de ne pas hésiter à parler des limites et des freins au déploiement de ces solutions, et d'essayer ensemble d'évoquer des pistes d'action en formation ou en innovation qu'on pourrait mettre à disposition de ces sujets. Donc, on va vous proposer une série d'interventions, de témoignages. En tant que participant, vous pourrez poser vos questions ou envoyer vos réactions grâce à l'outil d'auto-webinar. Donc, nous allons les collecter et les relayer auprès des intervenants tout au long du webinaire. Et je vais sans plus attendre passer la parole à Monsieur Vincent Labarthe, qui est conseiller régional et vice-président en charge de l'agriculture à la région Occitanie, pour un mot d'introduction. Monsieur Labarthe, je vous passe la parole. Très bien, mais écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je remercie d'abord l'agence et le pôle d'organiser ce webinaire parce que je pense que c'est véritablement des sujets sur lesquels il faut maintenant qu'on puisse aller. Je voudrais aussi rajouter à mes compétences, du moins celles que je suis amené à gérer à la région, l'enseignement agricole auquel je tiens beaucoup. J'ai également de la forêt, mais l'enseignement agricole qui interpelle évidemment le sujet que vous avez à traiter aujourd'hui. Je me réjouis d'ailleurs qu'en région Occitanie, on forme beaucoup d'ingénieurs agro, puisque c'est 35% des agro français qui sont formés soit à Toulouse, soit à Montpellier. Et nous avons également l'école Veto et bien d'autres écoles et lycées qui nous permettent d'être très fiers de l'enseignement agricole sur notre région. Quelques mots pour resituer un peu les enjeux et l'attention qu'on porte aussi à l'agriculture. Une attention particulière, tout simplement parce que c'est le premier employeur de la région et nous avons donc de ce fait intérêt à nous préoccuper de notre agriculture et qui a une autre particularité et pas des moindres, c'est sa diversité. Lorsque je suis avec mes collègues élus d'autres régions, rares sont ceux qui peuvent effectivement se vanter d'avoir un tel éventail de production, qu'elle soit végétale ou animale, et qui en découle donc un certain nombre de transformations, la plupart sous signe de qualité, puisque nous avons 264 produits sous signe de qualité aujourd'hui en Occitanie. C'est la première région d'Europe. J'ai présidé par le passé l'Association des régions d'Europe pour l'origine
d'origine. Il y a 1300 productions sous signe de qualité en Europe et il y en a 264 en Occitanie. Donc, vous voyez que ce n'est pas rien. Il faut qu'on continue d'ailleurs à se démarquer sur ce sujet. Et la question que vous traitez aujourd'hui doit aussi embarquer la question de la qualité avec toutes les subtilités des exigences qu'elle porte aujourd'hui. J'y reviendrai tout à l'heure. Au-delà de ça, on a aussi un certain nombre d'enjeux sur lesquels il faut que l'on travaille. Et le principal enjeu, c'est effectivement le réchauffement climatique. Notre région est la plus exposée à la problématique du réchauffement climatique. Il faut donc qu'on puisse mobiliser tous les outils qu'on peut tenir à notre main pour pouvoir essayer de lutter contre ce réchauffement climatique et essayer de trouver des solutions qui permettent à l'agriculture de pouvoir rester installée sur l'entièreté du territoire occitan, parce que l'agriculture, il ne faut pas oublier aussi que c'est la production par rapport à l'alimentation dont on est tous très heureux, mais c'est également la production de paysages, la production de beaucoup de biens publics qui malheureusement échappent aux conscience des gens. Et je crois qu'il faudrait aujourd'hui qu'on puisse s'en rappeler. Donc ça fait aussi partie des enjeux, malgré que ces jours-ci, nous sommes en situation de crise. Je vais d'ailleurs demain dans le Gard et après-demain dans le Tarn-et-Garonne et de l'autre pour vérifier un peu quels ont été les dégâts qui sont portés par le gel. On parle de réchauffement climatique, mais malheureusement, le froid peut aussi faire des dégâts et nous y sommes ces jours-ci confrontés. Voilà, je vais aussi vous dire tout l'intérêt qu'on porte aux travaux que vous menez. Nous nous sommes d'ailleurs engagés dans un programme important qui est le programme Occitanum, qui est porté par un consortium, je crois, de 58 entreprises en région qui ont à traiter de la question du numérique d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur l'amont ou sur l'aval, mais en tous les cas pour pouvoir améliorer les productions telles qu'on les connaît aujourd'hui en région, et puis surtout améliorer les conditions d'accès au métier de l'agriculture et puis le métier par lui-même. Dans le même temps, on porte également un enjeu qu'on a mis au centre de nos politiques qui est le développement durable. Et donc, nous sommes aujourd'hui en train de tester nos premiers contrats d'agriculture durable dans l'objectif de pouvoir les développer très vite avec au centre de cette problématique de l'agriculture durable, le bien vivre le métier. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, parce qu'effectivement, nous avons, et vous le vivez et vous l'entendez toutes et tous, beaucoup de sujets autour du mal-être dans le métier. Je suis moi-même agriculteur, très difficile d'être agriculteur avec l'agribashing au niveau où est-ce qu'on le connaît aujourd'hui. On a aussi, il faut qu'on se remette en question, de fabriquer beaucoup d'agriculteurs, de gens qui ont beaucoup de mal à parler du métier. Eh bien, nous, on voudrait pouvoir redonner de la fierté à ceux qui sont sur les exploitations de cette région pour pouvoir parler de leur métier, échanger autour des productions qu'ils ont le plaisir de porter. Et donc, pour ce faire, on a besoin effectivement d'avoir un environnement qui soit le plus adapté possible et qui puisse faire appel aux dernières technologies qui sont portées, comme vous allez en débattre aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est véritablement un sujet vers lequel il faut qu'on aille et surtout vers lequel on entraîne notre jeunesse. La numérisation du métier, elle est absolument nécessaire et doit nous permettre, encore une fois, d'aller toucher l'excellence et ramener de la valeur ajoutée au produit. C'est toute l'ambition qu'on porte, donc il est très intéressant que vous puissiez passer une après-midi de travail sur cette question-là. Je vous accompagnerai pas pendant toute la réunion, malheureusement, parce que j'ai d'autres engagements, mais je tenais en tous les cas à pouvoir ouvrir cette réunion et vous encourager à réfléchir et à nous faire des propositions en suivant. Nous essaierons effectivement de les porter. Voilà ce que je pouvais vous dire. Longue vie à l'agriculture occitane et encore merci à vous de vous préoccuper de la situation de cette agriculture. Merci. Merci beaucoup. Donc, j'espère que vous pourrez assister pendant quelques minutes au début de nos débats et ça vous intéressera. On reviendra dessus en fin de webinaire, mais ces webinaires sont enregistrés, seront disponibles en replay pour un visionnage ultérieur. Donc, on va passer rapidement maintenant quelques secondes pour vous présenter qui sont les organisateurs de cet événement. Donc, l'agence ADOC, l'agence de développement économique de la région, une agence qui comporte pas loin de 200 agents répartis sur tout le territoire et qui vont accompagner les entreprises dans différents métiers, donc depuis la création jusqu'à la croissance, en passant par l'innovation, donc le département auquel j'appartiens, mais aussi
pour toutes les problématiques d'accès au marché, notamment à l'export ou de transmission d'entreprise. Donc, une agence qui a des experts qui accompagnent les besoins des entreprises sur chaque étape de leur vie. Ensuite, vous allez voir une slide avec quelques chiffres. On accompagne chaque année plusieurs centaines ou milliers d'entreprises selon le type d'accompagnement qu'on propose, d'accompagnement individuel, donc du conseil direct à l'entreprise, et de l'accompagnement plus collectif en termes d'événements comme celui qu'on organise aujourd'hui. Je vais aussi vous parler brièvement de la Cité de l'économie et des métiers de demain, qui est donc l'endroit où nous aurions dû organiser cet événement si on avait pu le tenir en présentiel. Malheureusement, on n'en a pas eu besoin. Et c'est un lieu qui a été voulu par la région pour inventer une nouvelle société et accompagner la transition de l'économie et des métiers dans toutes les filières, et qui a vocation sur Montpellier, je vais peut-être oublier de le dire, à abriter une programmation d'événements, d'ateliers ou de formations qui sont organisés autour de 6 grandes thématiques, les thématiques de transition de la société qu'on connaît aujourd'hui. Donc, des axes sur le vivant, le sens de l'économie, la résilience, les compétences, les nouvelles technologies et la notion de territoire. Donc, cette cité des métiers de l'économie et des métiers de demain n'a pas eu trop le temps à cause de la crise Covid de vraiment exister, de lancer les animations qu'elle souhaitait faire, mais on espère pouvoir revenir à un fonctionnement normal rapidement. Je vais maintenant laisser Pierre Compère du Pôle Agri Sud-Ouest Innovation, qui a préparé les interventions d'aujourd'hui et qui va animer les échanges. Donc, je te passe la main, Pierre. Merci beaucoup. Quelques mots sur Agri Sud-Ouest Innovation rapidement. Agri Sud-Ouest Innovation, c'est le pôle de compétitivité des secteurs agricoles, agroalimentaires et des agro-ressources. Je suis moi au sein de ce pôle de compétitivité en charge du développement des entreprises adhérentes. Il faut retenir voilà, 4 mots-clés. Le mot-clé réseau. Agri Sud-Ouest Innovation, c'est un réseau de proximité de plus de 5000 contacts via nos 400 cotisants qui croisent les mondes scientifiques et économiques, principalement ancrés dans les territoires d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine, mais tous engagés avec nous dans la dynamique d'innovation européenne. Donc, 4 mots-clés pour qualifier Agri Sud-Ouest Innovation. Le premier, c'est réseau. L'idée, c'est de générer des opportunités de business entre nos adhérents. Le deuxième, c'est compétences. On organise tout un tas d'événements permettant aux adhérents de monter en compétences et de faire valoir leur savoir-faire et partager leur vision. Troisième mot-clé, le mot projet. C'est la mission statutaire d'un pôle de compétitivité, aider au montage, à la recherche de financement et à la concrétisation de projets innovants individuels ou collaboratifs. Et donc, moi, je suis en charge du 4e volet, croissance, qui consiste en un accompagnement de dirigeants sur des questions de marketing stratégique, de business développement et de relations investisseurs. Voilà pour la première introduction des organisateurs, mais ce qui vous intéresse le plus, c'est des témoignages d'entreprises et d'agriculteurs. Donc, on aura avec nous Julien Brahi, qui est déjà là, avec lequel on fera un panorama de plateformes numériques en lien avec différentes facettes et dimensions du travail des agriculteurs, puis 4-5 témoignages sur des solutions proposées qui servent justement le partage d'informations, la formation, l'information des agriculteurs et de leurs conseillers. Julien, tu es maître de conférence à Toulouse, à l'ENSAT, une des premières écoles d'ingénieurs agronomes de France. Tu es aussi enseignant-chercheur à l'INRAE Agir et tu es responsable du projet de recherche PADAC qui porte justement sur les plateformes numériques et leur lien avec les organisations professionnelles agricoles, un projet qui a été financé par l'ANR, et c'est à ce titre-là que je t'ai proposé de participer à cette table ronde, à cet événement, et je vais te passer la main pour que tu puisses partager ton écran et puis faire ta présentation. Merci beaucoup Pierre. Effectivement, j'ai obtenu il y a quelques mois un financement de l'ANR pour étudier les plateformes numériques dans les mondes agricoles et donc la manière dont ce milieu va se structurer et puis les relations entre ces plateformes et les organisations traditionnelles. Avant de continuer, je voudrais moi aussi remercier l'Agence pour le développement économique et le pôle de compétitivité d'avoir organisé ce webinaire et de m'avoir convié à cela. Donc, l'intitulé de ma présentation s'appelle de manière très simple « Plateforme numérique agricole et travail des agriculteurs ».
et est en relation finalement avec le travail de recherche que je poursuis actuellement. Alors, je voudrais revenir sur l'intitulé à l'origine de ce webinaire qui était les technologies facilitent-elles vraiment la vie des agriculteurs? Alors, lorsqu'on prend une question pareille, la première chose qui m'est venue à l'esprit, ça a été d'essayer de définir les différents termes. Premièrement, faciliter la vie, qu'est-ce que ça veut dire? Notamment pour des agriculteurs. Bon, moi, je me suis dit, c'est peut-être faciliter la vie des agriculteurs, c'est peut-être une simplification des process, le fait de pouvoir avoir de nouvelles opportunités, d'améliorer le confort, d'avoir un peu plus de temps ou de limiter les contraintes temporelles. Donc la question, c'est dans quelle mesure les technologies permettent de faciliter la vie, donc de simplifier les process, d'obtenir de nouvelles opportunités, etc. Évidemment, si on pense aux technologies traditionnelles, on voit bien que ces technologies ont permis de faciliter la vie des agriculteurs. Hein. Si on pense par exemple au labour, le passage du labour avec des bœufs ou d'une charrue tirée par des bœufs ou des chevaux au tracteur a, à mon avis, facilité le travail des agriculteurs. En parallèle de cela, j'aimerais rajouter une dimension qui me tient à cœur, qui est la dimension numérique. Et on peut se demander aussi dans quelle mesure les technologies numériques ont-elles vraiment facilité la vie des agriculteurs. Alors, le passage, par exemple, le développement du numérique et le développement de services tels que Télépac ont peut-être facilité la vie des agriculteurs dans le sens où cela a peut-être réduit le temps de travail administratif et la paperasse qu'ils avaient à faire. Mais ce n'est pas certain. Donc, j'aimerais reformuler un petit peu cette question qui est finalement dans quelle mesure les technologies numériques facilitent la vie des agriculteurs. Et ce que je vous propose durant les quelques minutes qui me restent, c'est de faire un focus sur les plateformes numériques dans les mondes agricoles. Alors, avant d'aller plus loin, il me semble important de définir ce que l'on entend par plateforme numérique. Qu'est-ce qu'une plateforme? D'un point de vue économique. Les plateformes, on les connaît tous. Elles rythment notre vie au quotidien. Un exemple canonique pour le marché de l'appariement amoureux traditionnel, c'est par exemple Mythique. Et Mythique, c'est quoi? C'est d'un côté des femmes et de l'autre côté des hommes. Et tout l'enjeu de Mythique, c'est de faire en sorte que ces femmes et ces hommes se rencontrent. Mais ici, on est face à un problème de circularité, c'est-à-dire que pour que Mythique marche, il faut qu'il y ait des femmes sur le site. Mais pour qu'il y ait des femmes, il faut qu'il y ait des hommes. Et pour qu'il y ait des hommes, il faut qu'il y ait des femmes. On est donc face au fameux problème de circularité auquel font face toutes les plateformes, ou, dit autrement, le fameux problème de la poule et de l'œuf. Plus généralement, toutes ces plateformes rythment notre vie quotidienne. On les connaît tous, que ce soit Uber, Airbnb, Blablacar, Amazon, etc. Toutes ces entreprises sont des plateformes d'un point de vue économique. Ce qui est intéressant, c'est que ces plateformes se sont développées aussi dans des secteurs professionnels, que ce soit le BTP, l'hôtellerie, etc., etc. Elles se sont souvent développées au tournant des années 2000, voire 2005. Pourtant, dans les mondes agricoles, elles ne se sont développées qu'à partir, on va dire, des années 2010. Alors, afin de voir en quoi les plateformes peuvent contribuer au travail de l'agriculteur, je pense qu'il est important de revenir aux ressources nécessaires à l'agriculteur pour qu'il fasse son travail. Alors, je les ai listés de manière bête et méchante en partant du financement jusqu'à la gestion des déchets. On voit par exemple qu'il y a l'achat ou location de matériel, le recrutement de la force de travail, l'achat d'intrants ou de nourriture pour le bétail, la commercialisation, etc. Et pour chacun de ces items, en fait, on a un nombre important de plateformes qui existent déjà. Ici, vous voyez quelques logos de ces différentes plateformes. Ce qui est intéressant à mon sens ici,
c'est de voir l'évolution temporelle de la création de ces différentes plateformes. Donc, sur ce graphique, qui représente le nombre de plateformes créées chaque année, on voit que c'est réellement à partir de 2013-2014 qu'il y a un nombre de plateformes assez important dans les mondes agricoles créés chaque année. Cela montre bien que petit à petit, ce secteur se convertit entre guillemets à cette économie des plateformes et de plus en plus de plateformes se développent dans ce secteur. En parallèle de ce nombre de plateformes créées chaque année, on peut aussi étudier la catégorie entre guillemets économique ou en termes de ressources de ces différentes plateformes. Alors on voit par exemple que en 2019-2020, il y avait 116 plateformes au total qui ont trait aux mondes agricoles. 25 concernent le financement. Alors là, il faut mettre une petite bémol. En fait, réellement, 3 sont dédiés uniquement au financement et les 22 autres sont des plateformes de financement généralistes telles que par exemple Litchi. Mais sur Litchi, on peut porter des projets agricoles. Et puis après, on a des plateformes de commercialisation, les plateformes d'achat d'intrants, etc., etc. Juste, je précise parce que tu as fait un petit lapsus. Les 3 dont tu parles, elles sont dédiées au secteur agricole et les autres sont Ah oui, aussi du financement, mais sont sur d'autres secteurs également. Je te laisse continuer. Merci Pierre, pardon. Donc voilà, donc on voit qu'on a une multitude de plateformes. 116, c'est quand même un nombre assez conséquent. Si on enlève les 22 plateformes qui ne sont pas uniques, enfin, les 22 plateformes de financement qui ne sont pas dédiées au monde agricole, on atteint quand même un total qui est supérieur à 90, qui est à mon avis supérieur aujourd'hui. Donc on est à presque 100 plateformes uniquement dédiées au monde agricole aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on est sur un secteur qui est quand même assez dynamique. Et c'est un secteur qui n'intervient pas dans un terrain vierge. Il y a des organisations professionnelles agricoles qui historiquement assumaient certaines de ces compétences. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc en fait, une caractéristique extrêmement intéressante des mondes agricoles, c'est que les mondes agricoles sont avant tout un monde d'organisation professionnelle. Il y a des organisations qui encadrent le milieu. Ici, c'est une schématisation qui propose de mapper, enfin de cartographier ces différentes organisations professionnelles suivant différentes dimensions qu'elles relèvent du syndicalisme, du développement, de la coopération ou encore du financement. Et on sait que le monde agricole, c'est un monde d'organisation avec tout un tas justement de logos, tu vas voir, on va le voir, qui vont apparaître et du coup mettre en avant ces différentes structures. Voilà, exactement. Donc, sur cette carte, et enfin sur cette représentation, enfin sur cette cartographie, enfin sur ce schéma, il est possible de placer les logos de quelques organisations professionnelles agricoles. Et on voit bien que tout en haut, on a la FNSEA et les JA. Et puis, du côté du crédit ou de la mutualité, on a le Crédit Agricole ou encore Groupama. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de placer sur cette même carte ces différentes plateformes. Alors, pourquoi les placer sur cette même carte? Donc, on voit par exemple, on voit par exemple que sur le cadran relatif au crédit, on a des organisations, enfin des plateformes relatives au financement, que ce soit Mimosa, AgriLand ou Bluebees. Pour la location de matériel, on a Cumalink, Quintessia ou encore Linking Farm ou WeFarm. Alors, pourquoi placer ces plateformes sur cette même carte? Parce que premièrement, ça nous donne une indication relative à la compétition entre ces différentes plateformes. Ces plateformes, elles sont au nombre de 100, donc elles se font en partie concurrence sur des territoires, sur des dimensions bien spécifiques. En parallèle, on peut aussi replacer les différentes OPA, les différentes organisations professionnelles agricoles. Ça veut dire que ces plateformes font aussi concurrence a priori à ces organisations professionnelles agricoles. Mais quelqu'un qui ne verrait que la concurrence à la fois entre plateformes ou entre plateformes et organisations professionnelles agricoles ne comprendrait rien au milieu. Pourquoi? Parce que ces plateformes coopèrent aussi entre elles, notamment au sein non pas de syndicats, mais de
têtes de réseau telles que CoFarming ou la ferme digitale dans laquelle elles coopèrent pour porter des solutions, et Jean-Baptiste Vervy pourra peut-être vous en parler un peu plus, mais elles coopèrent aussi avec les différentes organisations professionnelles agricoles. Donc c'est un système beaucoup plus complexe dans lequel il y a à la fois de la compétition, mais aussi de la coopération entre OPA et entre plateformes et OPA, et c'est ce qui rend tous ces systèmes extrêmement intéressants et qui justifie à mon sens le projet de recherche que je dirige. Alors pour finir, je voudrais juste conclure sur 2-3 points. Parfois, il y a peut-être des incompréhensions, des peurs ou des méfiances entre plateformes et organisations professionnelles, mais souvent, il y a beaucoup de collaboration et de coopération. Je crois qu'il est important de souligner 2 points. À minima, toutes ces organisations, que ce soit plateforme ou OPA, elles doivent, à mon sens, avoir un objectif commun vis-à-vis de l'agriculteur. Sinon, elles n'auraient pas de raison d'être. C'est de lui faciliter la vie. On revient au thème originel de ce webinaire. Et toutes ces organisations facilitent réellement la vie de l'agriculteur seulement à partir du moment, à mon sens, où il y a une réflexion explicite quant à son travail au quotidien et la manière avec laquelle il va utiliser les outils fournis par les OPA ou les outils fournis par les différentes plateformes. Et ce qui est intéressant, c'est notamment, alors pas pour les OPA, mais notamment pour les plateformes. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y a environ 100 plateformes. Il y en a un certain nombre qui ont déjà disparu. Et en fait, l'échec des différentes plateformes qui ont disparu, la plupart du temps, ça s'explique par des lacunes quant à la compréhension du travail de l'agriculteur, quant à la compréhension de l'usage concret qu'il fait de ces différentes plateformes et de ces différents outils. Donc, pour finir, moi, j'ai envie de dire que faciliter la vie des agris, au moins à l'échelle des plateformes, mais pas que, à mon avis, c'est avant tout comprendre ce que font les agriculteurs et surtout comment ils le font. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Julien. On reste sur cette slide-là sans bouger. Juste pour rappeler, finalement, on a un peu l'impression d'une lapalissade pour ta conclusion, mais on se rend compte que ce n'est pas finalement si simple de bien détourer quel est le bon caillou dans la chaussure ou quel est le caillou dans la chaussure principal que doivent traiter ces plateformes et ces organisations professionnelles pour générer de la valeur en enlevant ce caillou dans la chaussure des agriculteurs. On va en parler avec les autres intervenants. Merci encore pour cette introduction et ce panorama des organisations professionnelles agricoles. On va enchaîner et tu restes avec nous, Julien, pour des questions qui arriveront un peu plus tard, avec un focus apporté sur l'apport du numérique pour la formation. Et là, je passe la parole à Laurent Dedieu. Laurent, tu es un des fondateurs de My Green Training Box. Je me rends compte qu'il y a une petite coquille dans le titre. C'est bien My Green Training Box. Et on corrigera ça avant d'envoyer les supports. Donc, My Green Training Box, c'est une plateforme de diffusion de formation numérique, en particulier dédiée au secteur agricole, mais pas que. Alors, pourquoi t'être penché sur ce sujet-là? Et puis, quels sont, selon toi, les enjeux, les changements et les modalités qu'apporte le numérique pour la formation? Ok, bah écoute, bonjour à tous, merci à l'agence et merci au pôle aussi de nous avoir invités à ce webinaire. Donc je vais peut-être présenter rapidement My Green Training Box. C'est important, j'ai vu que Julien nous avait mis dans la catégorie crédit avec le crédit agricole et Groupama. La dimension sociale, c'était juste aussi. C'est vrai que je nous voyais plus de l'autre côté, plutôt dans la partie coopération. Si on peut mettre le premier slide, s'il vous plaît. Alors, Laurence, est-ce que tout va bien? Il y a un bug sur les slides. Et il semblerait. Alors, attendez, je vais reprendre la main. Moi, Voilà, tu devrais le voir maintenant. Allez, super. Ça va arriver. Ok, super. Donc, effectivement, comme tu disais, donc My Green Training Box, c'est une plateforme de diffusion de formation numérique en accès libre sur le développement durable dans plusieurs secteurs.
BTP, énergie, RSE, santé et aussi en agriculture. Pourquoi en agriculture? Parce que historiquement, quand on a lancé My Green Training Box, on a des partenaires dans My Green Training Box qui sont liés au monde de l'agriculture et on a commencé par développer des formations en agriculture, notamment sur le biocontrôle. Aujourd'hui, on a plusieurs formations en agriculture, sur les biostimulants, la fertilisation des sols, etc. Ce sont des formations qui s'adressent à des agriculteurs, à des professionnels, des techniciens agricoles, des enseignants. Et on travaille en relation avec notamment les industriels du biocontrôle, avec l'association IBMA, qui est l'association des industriels du biocontrôle au niveau international, avec la FAIA, qui sont les industriels des biostimulants. On travaille aussi avec des lycées agricoles, des universités, des chambres d'agriculture, etc. Et donc, vous avez développé ça pour répondre à des enjeux et des besoins particuliers auxquels répondent la formation et peut-être la formation numérique. Bah oui, parce que c'est vrai que moi aussi, je vais reprendre la question que vous nous avez posée. Alors, moi, j'aimais bien l'image des cailloux. Est-ce que les outils numériques peuvent enlever des cailloux dans les chaussures des agriculteurs? Et c'est vrai que les agriculteurs, ils en ont pas mal des cailloux dans leurs chaussures, et pas que les agriculteurs d'ailleurs. C'est pour ça qu'on s'adresse à plusieurs métiers. Mais c'est vrai que les métiers de l'agriculture, ce sont des métiers qui évoluent, qui ont beaucoup évolué, qui continuent d'évoluer. Être agriculteur aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'être agriculteur il y a 20 ans, il y a 30 ans. C'est une profession qui est impactée fortement par la transition écologique. Il y a une pression sociétale qui est importante par rapport à la transition écologique. On leur demande beaucoup de résultats. Et de fait, c'est une profession qui, de par ses évolutions, etc., doit utiliser beaucoup de nouveaux outils, de nouvelles pratiques, et notamment les outils du numérique. Donc, comment la formation, nous, c'est la question qu'on s'est posée, comment la formation peut, et notamment la formation numérique, leur apporter des solutions, notamment dans la transition écologique. Donc nous, on pense effectivement chez My Green Training Box que la formation numérique peut apporter quelques réponses, mais un des premiers éléments à prendre en considération, c'est les facteurs d'adoption du numérique, les facteurs d'adoption et les freins à l'adoption du numérique, que ce soit d'ailleurs sur les outils du numérique ou sur la formation numérique, on retrouve à peu près les mêmes facteurs et les mêmes freins. Alors je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, on sait que le niveau d'éducation des utilisateurs ou des apprenants a un effet sur l'adoption du numérique ou pas. Un apprenant avec un haut niveau de qualification sera plus à même de suivre une formation digitale qu'un utilisateur avec un bas niveau de qualification. C'est pas pour ça que l'utilisateur avec un bas niveau de qualification, il pourra pas suivre une formation digitale, mais il va falloir adapter un petit peu sa pédagogie justement pour que ce soit tenable pour cet utilisateur. Donc on peut passer à la slide suivante. Merci. Donc nous, pour répondre justement à ces évolutions et notamment sur la transition écologique, on s'est posé deux questions majeures et deux questions auxquelles on essaie de répondre. La première, c'est sur des contenus numériques justement, la validation scientifique et la qualification des contenus qu'on propose. Ça, c'est clairement un des enjeux aujourd'hui de la formation numérique. On a accès à plein de formations gratuites aujourd'hui, il n'y a pas de problème, on va sur YouTube, il y a plein de tutos, etc. Mais l'enjeu, c'est de savoir qui propose ces contenus-là. Alors, si vous suivez un tuto, par exemple, pour apprendre à faire une formule sur Excel, etc., et le tuto, il n'est pas bon, c'est pas bien grave. L'impact, il n'est pas grave. Au pire, vous avez perdu votre temps. Si on commence à parler effectivement de produits qu'on va mettre dans ces champs, qu'on va mettre sur ces cultures, etc., on comprend évidemment que l'impact n'est pas le même et que c'est super important de pouvoir d'assurer la validation et donc de savoir qui est l'intervenant et quelle est cette expertise. Donc ça, nous, c'est une chose qu'on a clairement pris en compte sur notre plateforme. Et le second aspect qui reprend les quatre barres, c'est effectivement d'adapter sa pédagogie aux personnes qu'on a en face. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas faire de l'auto-formation, en fait.
peut pas faire du e-learning tout seul. Donc, il faut être capable de proposer des solutions qui peuvent être à la fois synchrones, accompagnées par un formateur ou un enseignant, et asynchrones, qu'on peut suivre en auto-formation en fonction de son niveau. Nous, clairement, notre plateforme, elle n'est pas utilisée de la même façon par Supagro, par exemple, par l'Université de Perpignan, que par le CFPPA de Montauban ou celui de Rivesaltes. Ils travaillent avec, mais pas du tout de la même façon. On a aussi réfléchi aux outils qu'on allait proposer. On propose des podcasts sur la plateforme. Alors, on n'a pas mis des podcasts parce que c'était super cool de mettre des podcasts, même si c'est super cool de mettre des podcasts, mais parce que nos formations, elles sont conçues donc au format micro-learning. Donc, ce sont de courtes vidéos qui durent 3-4 minutes pour chaque module. Et on a eu cette idée de rajouter des podcasts, notamment pour les agriculteurs, parce qu'on s'est dit peut-être qu'un agriculteur, après sa journée de travail, il n'a pas envie de passer 2 heures derrière son écran à suivre une formation, et peut-être que lui offrir la possibilité de télécharger cette formation en MP3, la mettre sur son smartphone et pouvoir l'écouter dans son tracteur ou je ne sais pas à n'importe quel moment de la journée, ça peut être une solution qui va justement lui faciliter la vie. Donc ça, c'est 2 éléments qui sont fondamentaux: assurer la validation scientifique, la qualification des contenus, et réfléchir à une pédagogie numérique qui va vraiment répondre à ses utilisateurs. Côté freins et leviers à actionner pour accompagner le déploiement de ces solutions, quelques messages clés encore. Ouais, bon, il y en a plein, j'aurais pu en mettre d'autres. Donc, c'est sûr que sur les bénéfices, de déployer des solutions de formation digitale, si on revient au caillou et on revient à la problématique, par exemple, de la transition écologique, la formation digitale permet d'augmenter le nombre d'apprenants significativement, ça, il n'y a pas de souci. Donc, ça permet effectivement de faciliter, mais pas d'assurer, ça permet de faciliter les évolutions et les transitions des métiers. Ça peut permettre d'avoir un socle commun, notamment, nous, c'est ce qu'on a proposé sur le biocontrôle. Il fallait commencer quelque part. Il n'y avait pas de formation digitale qui existait sur le biocontrôle. Donc, on a commencé sur vraiment quelque chose de basique pour que tout le monde ait le même langage. Et aujourd'hui, on a des coopératives agricoles qui utilisent cette formation-là justement pour mettre tout le monde au même niveau. Et ça permet aussi, ces outils, de répondre aussi aux pratiques des nouvelles générations, parce que aujourd'hui, les nouveaux apprenants, ils apprennent pas comme nous, on apprenait à l'époque. Sur les limites et les freins, il y a évidemment l'outillage. Alors, pas l'outillage informatique, parce que les agriculteurs, ils sont super connectés et franchement… Et historiquement, oui. C'est l'une des premières populations qui a utilisé l'ordinateur. Il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, un des écueils encore, c'est clairement Internet. Il reste encore pas mal de zones blanches. Nous, on a une collaboratrice qui habite dans une ferme du Lauragais. Entre l'épaisseur du mur et le réseau, c'est super compliqué, quoi. Les limites, c'est les pratiques pédagogiques, encore. Là, je regarde plus ma profession que les agriculteurs. Et on le voit, là, on a un second confinement. On nous dit qu'on est prêt. Moi, je travaille dans le digital depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'on est prêt. Et on se rend compte qu'on n'est pas super prêt. Alors, tout le monde travaille dur pour ça. Il n'y a pas de souci, mais on sent qu'il y a encore du travail quand même sur les pratiques pédagogiques. Les coûts de développement, développer du digital, ça coûte cher. Et ça, c'est sûr. Et puis, la limite, évidemment, c'est la formation elle-même. Certaines formations, on ne peut pas les faire à distance et en digital. Certaines formations nécessitent des gestes, de la pratique, du terrain, etc. Et ça, on ne peut pas le faire. Alors, heureusement, il existe le Blended, qui est une super solution et qui répond… Blended, c'est donc les formations mixtes, physique et numérique. Ouais, excuse-moi, c'est vrai que tu sais que j'aime bien parler anglais. C'est ça, le franglish. Et on en reparlera du coup avec Arnaud Richard d'Ecosystem. Voilà, clairement, c'est ça, en fait, dédiée sur le sujet. des solutions comme Ecosystem qui vont proposer justement du présentiel avec du distanciel. Et nous, c'est vrai qu'on est un outil qu'on peut utiliser dans le distanciel. Alors nous, on le propose pas, c'est pas notre métier, mais effectivement, des écoles, des organismes de formation, etc., peuvent utiliser My Green Training Box pour la partie distancielle.
Vous êtes plutôt à proposer du coup un contenu qui peut être mobilisé par des tiers. Tant que j'ai la parole, justement sur ce sujet agricole, ça représente quelle part dans My Green Training Box? Il y a combien de formations dédiées au secteur agri-agro? Aujourd'hui, alors, My Green Training Box a été lancé qu'en octobre dernier, hein, donc c'est tout récent. On sort une formation par mois. Aujourd'hui, on a une offre de 14 ou 15 formations au total, et le secteur agricole, ça représente déjà plus de la moitié de ces formations-là. Donc, on est à peu près sur 7 formations, 7-8 formations agricoles. Ouais, vous êtes voilà, c'est un des premiers secteurs aussi que vous avez instigé à la faveur d'un financement d'ailleurs européen qu'on vous avait aidé à choper, petite pub, dans le cadre du programme Viva. Quelques mots sur l'avenir, peut-être? Ouais. Alors, donc l'avenir, comment nous on le voit chez My Green Training Box. D'abord, ce qui est très important, donc nous effectivement, on pense que la formation numérique peut aider les agriculteurs sur tous les problèmes qu'ils rencontrent, enfin pas tous, mais certains en tout cas. Ce qui est nécessaire pour nous, et là c'est encore une fois c'est notre profession, c'est la montée en compétence des ingénieurs pédagogiques. On a beaucoup évolué, mais il y a encore beaucoup de croyances qui pensent que plein de choses sont pas faisables, alors que tout peut se réfléchir. Mais il faut apporter aussi des solutions aux formateurs dans le monde agricole, et pas que d'ailleurs, pas que dans le monde agricole, pour que justement ils soient acteurs de ces formations-là, qu'ils le prennent en main et qu'ils arrivent à proposer des solutions qui vont convenir. Ce qui est important, alors ça c'est un peu un vœu pieux de la formation numérique, c'est la mutualisation des contenus. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec notre plateforme. Clairement, je parlais tout à l'heure de socle commun. C'est important d'avoir un endroit où on sait que ce qu'on va trouver à cet endroit-là, c'est qualifié, on sait qui sont les experts, on sait qui l'a fait, c'est bien fait, pédagogiquement ça correspond, scientifiquement ça correspond. Et puis, ça permet aussi de réduire un petit peu l'impact écologique que peut avoir et que aura, et c'est une question qu'on se posera sûrement dans quelques temps, l'impact écologique de la formation digitale. Et enfin, le dernier point qui est super important, et là c'est plus pour les entreprises qui développent des technos en fait, et nous on les invite à ça, c'est vraiment de connecter leur R&D avec la dissémination de leurs produits, de vraiment penser dès le départ aux utilisateurs en fait, parce qu'on sait notamment que oui, les outils numériques peuvent être une solution, mais encore faut-il qu'ils soient utilisés, et encore faut-il que les agriculteurs sachent comment les utiliser. Donc c'est important en fait en amont de prendre en considération cette partie formation, et que ce soit pas juste le technico-commercial qui vienne une fois qu'il a vendu faire la petite formation de 30 minutes en fait. Non, ça c'est super important. Il faut que les entreprises le comprennent, et il faut que les entreprises comprennent que la pédagogie digitale, c'est un métier. C'est pas quelque chose qui s'improvise, et on fait pas 2 vidéos à l'arrache, on les met sur YouTube et ça suffit en fait. Ça suffirait. Merci beaucoup, Voilà. Laurent. Tu fais une formidable à vous. transition avec l'intervention d'après. Reste avec nous de Nicolas Minari de l'Enfiles, parce que positionner l'agriculteur au centre d'un dispositif de formation au moment de sa conception et en profitant de sa contribution, ça va être un des messages clés de sa présentation avec Philippe Brion de l'Association française d'agroforesterie. Avant de leur donner la parole, Laurent, juste est-ce que tu peux en une phrase nous expliquer le modèle économique de My Green Training Box, parce que l'ensemble des productions et des contenus sont mis à disposition en accès libre. Donc, comment vous vous financez? Alors, on a gagné au loto. Et en fait, donc oui, accès libre, donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est gratuit. Donc c'est totalement gratuit, et c'est pas du freemium. Donc c'est pas, il n'y a pas de paiement derrière. Donc aujourd'hui, c'est clairement les contenus sont financés de 2 façons. La première façon, c'est effectivement de la participation à des appels à projets. On a une culture d'appels à projets nationaux, internationaux, etc. Donc clairement, on utilise ces projets-là pour développer des contenus et pour développer des partenariats à l'international avec des scientifiques sur le biocontrôle, par exemple. On a collaboré avec 30 scientifiques européens. Et la seconde façon, c'est clairement de travailler avec les entreprises, que les entreprises demain financent
la création de formations sans faire du greenwashing et sans faire du marketing. C'est tout l'enjeu. Voilà, avec d'où l'enjeu de mettre en place un comité éthique qui puisse également s'assurer de la qualité scientifique du contenu. Merci beaucoup, Laurent. Allez, on passe la parole maintenant à Nicolas et Philippe. Nicolas, en premier lieu, tu es donc le fondateur de l'entreprise Landfiles qui propose une application permettant aux agriculteurs de partager leurs observations et leurs expériences. Alors oui, exactement. On est parti du constat que pour effectuer la transition agroécologique, il était fondamental de pouvoir partager ses expériences sur un territoire et de pouvoir co-construire les solutions de demain. Et que si on voulait faire la transition agroécologique en 20 ans, eh ben, on avait besoin d'outils. Si on avait 100 ans, on pourrait faire comme avant. Et on est parti aussi du constat que beaucoup d'échanges étaient faits dans WhatsApp, par exemple, qui est un formidable outil d'émulation collective, mais pas du tout de capitalisation. Et donc, en partant de là, donc on a construit cette plateforme et aussi tout un dispositif d'animation digitale et d'accompagnement des structures à l'animation au digital. Alors, on s'adresse aujourd'hui à la fois aux conseillers techniques et aux agriculteurs. Et donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné de Philippe qui va parler de son expérience vue du terrain. Voilà, donc Philippe qui est de l'Association française d'agroforesterie et responsable du programme Agro qu'il va nous présenter et qui a utilisé l'application Landfiles comme un outil d'animation de ce programme. Oui, voilà, exactement. Donc, Agro est un programme qui vise à faire de l'agriculture durable du sol au paysage et donc pour ce faire capitalise sur le savoir-faire d'agriculteurs pionniers à travers un réseau de 200 fermes qui ont été identifiées depuis 2013 et le parti pris c'est de dire le savoir-faire technologique pour réaliser la transition agroécologique il est chez les agriculteurs. Il faut simplement savoir le capitaliser, le digérer, l'analyser et le rediffuser. Et donc, c'est tout l'objet du programme agro à l'échelle du bassin d'Augaronne, qui est un projet pilote depuis 2013 et qui aura vocation à devenir national. C'est un mouvement qui est en marche. Et effectivement, l'outil digital pour réaliser cette circulation, digestion d'informations est capital pour nous, pour accélérer. Et donc, c'est un réseau qui est multi-champ, puisqu'on va avoir autant des organismes de recherche comme l'INRAE, que des instituts comme Arvalis, que des associations de développement agricole ou chambre d'agriculture, ou des techniciens en freelance qui font de l'accompagnement à la transition agroécologique. C'est très clair. Nicolas, du coup, donc tu as déjà expliqué un petit peu quels étaient les partis pris de Landfiles, mais creusons un peu ce sillon-là. Quels sont les leviers et pourquoi avoir développé Landfiles? Oui, alors la partie de droite, c'est Philippe qui va la traiter. Moi, je vais plutôt parler de la partie de gauche. Alors, par rapport à la transition agroécologique, il est vraiment fondamental que le conseiller technique et les agriculteurs avec lesquels il travaille aient une vision complète des pratiques du territoire pour aller plus vite dans la capitalisation. Le conseiller technique est donc, on va dire, non plus un prescripteur, mais un animateur de réseau. C'est donc une transformation du métier de conseiller technique que l'on est en train de vivre. Il va pouvoir donc collecter et diffuser les pratiques sur le territoire, animer les expérimentations participatives sur son territoire, animer des groupes de progrès et bien sûr se former aux techniques de communication numérique. Et ça, Philippe, pour répondre à donc des besoins d'agriculteurs que tu vas nous présenter. Oui, donc il y a donc, tout ce qui est adaptation des itinéraires de production au changement climatique et ce qu'il produit d'aléas. Et on parle de réchauffement climatique, mais malheureusement, comme ça a été souligné en début de webinaire, des accidents de froid, de pluie, enfin, les accidents sont de plus en plus nombreux et dans tous les sens, même si la tendance est globalement au réchauffement. Donc, c'est à la fois des contraintes et des opportunités. Et ce changement accélère et donc il faut rapidement faire circuler l'information sur les itinéraires qui réussissent, les expériences positives et aussi les échecs pour éviter
de répéter inlassablement, de taper inlassablement dans le même mur et profiter en fait de l'expérience des plus aventuriers pour que la masse puisse évoluer très rapidement. Alors, les pratiques changent rapidement, les contraintes changent rapidement, et donc les pratiques doivent changer rapidement. Et même si elles changent rapidement, c'est peut-être pas encore assez rapide. D'où la nécessité d'un outil numérique qui est en fait un accélérateur. C'est pas un créateur de mouvement, mais c'est un accélérateur, un amplificateur. Et en même temps, si on veut faire bouger, changer d'échelle, passer de quelques pionniers expérimentateurs à une mutation profonde de l'agriculture, on a besoin d'avoir des facteurs de réassurance qui sécurisent la transition. Il n'y a rien de plus stressant que de devoir sauter dans le brouillard sans savoir si le parachute est bien accroché. Et un agriculteur a plus proportion à croire à un de ses voisins ou un de ses collègues, peut-être, et de l'intérêt de partager des références entre pairs. Oui, tout à fait. Et ce que l'on constate, c'est la vitesse où ça change. On n'a pas le temps de faire le passage, de laisser micro-parcelles au laboratoire qui vient buter sur les conditions réelles en ferme. Ah, il faut encore réadapter. Voilà. Et le fait d'avoir un outil numérique où on retrouve tout l'écosystème de l'agriculture permet d'aller très vite. Et donc, oui, c'est ça, de faire de la recherche au champ. Voilà, l'ensemble des partenaires de l'agriculteur sont aussi connectés à cette plateforme, une plateforme qui permet aussi du coup de faire des expérimentations en conditions réelles. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur ce slide-là, et des exemples d'échecs et de réussites en conditions réelles qui peuvent être partagés. Exactement. Donc, il s'agit en effet de pouvoir collecter les données sur tout le territoire, de les synthétiser et de les mettre à disposition de tous. Mais c'est aussi tout un dispositif d'animation qu'on met en place qui va permettre de rendre ludique le partage d'informations. Parce qu'on n'est pas là juste pour rentrer des chiffres dans des cases, mais on est là pour partager et de voir ce qui se passe à côté. Donc, on met en place avec notre équipe des challenges, des concours, des jeux concours. On en a fait un la semaine dernière en Champagne qui a eu un super succès pour partager les itinéraires de culture, par exemple sur les couverts végétaux, et puis voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que la taille de la vigne, la méthode de taille de la vigne a un impact sur le couvert? Est-ce que la date de semis a un couvert? Tout ça, on a des présomptions, mais il faut le vérifier. Et quand on peut le vérifier sur une année avec 50 participants ou 100 participants, et à la fin de l'année, on a plus de certitude que si on avait fait avec 2 ou 3, évidemment. Et donc, on est sur aussi du partage d'expérience. On n'est pas sur un outil lourd ou un outil de traçabilité des pratiques. On est bien sur une logique d'application où je peux partager des photos, des vidéos, etc. Exactement. Le principal, c'est photo, texte, livre. Après, on a des formulaires qui arrivent, mais ce n'est pas la priorité. Et puis, on incite vraiment les gens à travailler comme sur WhatsApp. Et les gens, aujourd'hui, les groupes d'agriculteurs basculent vers Landfiles parce qu'ils en ont marre d'avoir des fils de conversation WhatsApp qui n'en finissent pas et tout est mélangé. Donc là, clairement, c'est les gens qui veulent basculer de WhatsApp vers un outil plus structuré utilisent aujourd'hui Landfiles. Alors là aussi, encore pour accompagner le déploiement de ces solutions, quelques atouts, bénéfices, limites et freins à lever. Philippe, je te laisse. Oui, donc comme le disait, ça va réunir un écosystème qui va de la recherche à l'agriculteur et donc une circulation très rapide d'informations, une réadaptation des programmes de recherche ou l'inspiration de programmes de recherche à partir de l'expérience des agriculteurs et inversement les agriculteurs qui peuvent s'approprier de manière plus rapide et en lien direct avec les gens qui ont porté les projets de recherche, donc une transmission plus complète de l'information. Et un des atouts majeurs de Landfiles, c'est la fonction couteau suisse, j'ai envie de dire, qui peut aller au lieu de noter sur mon petit carnet qui est dans ma poche et qui va tomber dans l'eau et que je ne pourrai plus relire, je peux noter sur mon smartphone, sur une application qui sauvegarde ça sur les serveurs. Et puis, quelques temps après, finalement, cette expérience, ces notes qui étaient que pour moi, il s'avère que c'est une expérience qui est innovante, dont j'ai envie de faire bénéficier mes pairs, parce que ça me valorise, parce que j'ai envie de faire évoluer l'agriculture et que c'est faire avancer ses convictions.
Là aussi, il y a faciliter la vie en se sentant moins isolé et en se sentant porteur d'une démarche vertueuse et voilà, faire avancer ses convictions. Et c'est ce que permet le numérique, tout en étant sur sa ferme, d'être ouvert sur l'extérieur et d'avoir un retour. Et donc, un simple enregistrement qui était pour soi peut, en cascade, remonter jusqu'à nourrir un projet de recherche par tout ce qu'on a développé avant. Une forme voilà, de fierté, d'appartenance aussi et d'enrichissement d'une connaissance partagée. Et pour les limites et freins, je voudrais en mettre deux en évidence. Tout d'abord, c'est la peur de partager des échecs. Alors justement, on instaure des climats de confiance dans nos groupes pour que chacun soit libre de partager tout et n'ait pas peur de partager des échecs parce qu'on explique toujours que c'est vraiment une source de progrès. Et ça, les gens le comprennent bien et c'est vraiment important. Un autre point que j'aimerais souligner, c'est la peur que certaines organisations ont de partager avec d'autres organisations. Et justement, le programme agro et d'autres dispositifs que l'on a en France montrent qu'il est bénéfique pour les organisations, pour les conseillers et bien sûr pour les agriculteurs que ce partage ait lieu. Mais il est bénéfique pour les organisations et pour les conseillers parce que avec la transition agroécologique, on a absolument besoin de connaître ce qui se passe sur le territoire. Et si on veut amener de l'information de qualité aux agriculteurs que l'on conseille, il faut s'informer, parfois, souvent, au-delà de sa propre organisation. Donc, il faut, et j'encourage vraiment à réfléchir à ça, mettre des ponts en place entre les structures pour partager la connaissance. Alors, on n'est pas obligé de tout partager, mais de partager un petit peu certaines expériences et d'initier ce processus. Et puis on retient ce qu'on disait tout à l'heure de jouer la carte de la gamification, donc de l'approche ludique, pour ne pas juste donner une application dans les mains d'un agriculteur, mais aussi voilà, tout un accompagnement pour rendre la démarche ludique. Pour conclure, quelques mots. Eh bien, Philippe, je te laisse. Oui, donc c'est un outil, l'outil numérique doit permettre des choses et pas les imposer. Et donc, effectivement, permettre simplement d'échanger des visuels pour montrer ce qui se passe sur sa ferme. Ça peut être aussi de poser des questions et d'obtenir des réponses de ses pairs. Ça peut être de développer des essais collectifs pour voir la portée de solutions qui sont envisagées à travers différents contextes. Voilà, tout permettre, mais ne rien imposer. Et ce partage d'expérience va bien sûr accroître l'impact que peuvent avoir des pionniers, ces agriculteurs-chercheurs, comme ils ont été parfois, ces paysans-chercheurs, comme ils ont été parfois appelés, vont accroître leur impact sur l'écosystème agricole. Voilà, tout en restant très simple, c'est-à-dire au départ photos, commentaires, et puis petit à petit monter en compétence les groupes de travail pour qu'ils aillent vers des partages un peu plus avancés. Tout ça pour, in fine, créer du lien et limiter l'isolement, qui est un des sujets d'amélioration de la vivabilité, désolé pour ce jargon, des métiers de l'agriculture. Merci beaucoup à vous deux pour ces informations. On se retrouve tout à l'heure pour une séance de questions dédiée. Je passe maintenant la parole à Arnaud Richard, avec lequel on va prolonger ces échanges et faire un focus un petit peu particulier sur comment le numérique peut permettre de former des agriculteurs à des questions ultra techniques qui, on l'imagine, nécessitent normalement d'être sur le terrain, dans la fosse, pour comprendre par exemple les différentes strates du sol. Donc Arnaud, quelques mots d'abord sur écosystème. Oui, merci de m'avoir invité à ce webinaire. Très content d'être parmi vous et j'espère pas être trop redondant par rapport à ce qu'a dit mes camarades. Alors, écosystème, en fait, c'est à la base, c'est la création, c'est la création par deux entités qui est la Scope Agrouf, donc spécialisée en agroforesterie, et Mathieu Archambault, qui est formateur en agriculture de conservation. Et en fait, c'est de mettre en compétence 20 ans d'expérience dans l'agroécologie et permettre de concilier le numérique et la formation terrain. Donc maintenant, c'est vrai que en 2016-2017, ils se sont dit comment on va pouvoir mettre
notre contenu, notre savoir à travers un contenu numérique et garder évidemment une partie terrain parce que comme on l'a dit précédemment, il y a un vrai besoin d'être toujours sur le terrain pour tester, voir, toucher et valider des points techniques. Donc c'est en fait c'est là on s'est pas dit on va créer juste un outil numérique pour faciliter notre formation, c'est comment on va pouvoir diffuser à plus grand nombre notre formation et répondre surtout à une demande de plus en plus importante. Pendant 15-20 ans, c'était des pionniers, des agriculteurs pionniers qui voulaient se former à ces pratiques. Donc ça restait dans un cercle assez fermé. Et puis maintenant, on est obligé de répondre à une très forte demande, à la fois des agriculteurs toujours, mais du niveau au-dessus, des techniciens, des coopératives, des industriels de l'agroalimentaire qui ont une forte demande d'aller sur de l'agriculture régénérative. Donc, comment on va former tout ce monde et je dirais de permettre cet accès à un savoir qui est très technique, voilà, pour se mettre à niveau. Le numérique va nous permettre aussi de gagner du temps parce qu'avant, c'était 2-3 jours de formation sur place. Maintenant, c'est une journée et ils ont 8 heures, 5 heures de cours en ligne à faire en un mois, voire 2. Et donc, ils vont pouvoir gérer plus facilement leur temps. Le contexte, c'est aussi, on est toujours dans la peur d'utiliser de nouveaux outils numériques, donc c'est vraiment la simplification, c'est je dirais, de la formation à travers des vidéos et des applications. Notre conviction, c'est donc l'agroécologie la transition agroécologique est inévitable pour sécuriser les chaînes de valeur agroalimentaire et protéger l'environnement. Donc c'est ce qui a déjà été dit, mais on est face à une mutation de l'agriculture française et les coopératives et les négoces sont au cœur du changement et l'interface entre le terrain et les industriels. Donc c'est comment on va pouvoir vraiment mettre dans le même sens tout le monde. Et vous êtes devenus les champions de la formation. Je disais, pardon, vous êtes devenus les champions de la formation mixte digitale pour justement accompagner ce changement et sécuriser ces transitions. Pour ce faire, vous avez fait donc appel à un certain nombre d'experts. Oui, donc on a une vingtaine d'experts qui travaillent pour nous depuis une vingtaine d'années, donc qui ont, que ce soit des agriculteurs, des formateurs, des agronomes, enfin voilà, vraiment des gens qui ont testé et donc qui ont validé surtout ce contenu. C'est trouver vraiment le contenu numérique, c'est la base. C'est permettre à des gens qui n'ont peut-être pas un certain niveau agronomique de pouvoir se mettre à niveau avant d'aller sur le terrain et d'être beaucoup plus proactif et poser des questions beaucoup plus techniques dans le fond auprès de son formateur. Et le formateur a aussi une vision de qui il a affaire, de quel groupe, les compétences de son groupe, voir où il y a eu je dirais des incompétences ou là où ça bloque, donc revenir sur certains points. Donc c'est vraiment aussi pour le formateur, c'est très important. Le numérique apporte énormément de réponses et gagne du temps aussi dans sa formation pour être beaucoup plus impactant. Oui, paradoxalement, on pourrait penser que le numérique met à distance et à l'inverse, ça permet d'avoir peut-être des approches plus personnalisées a posteriori au sein du groupe parce qu'on a cette qualification de comment l'apprenant a pu prendre en main l'outil et juste avant qu'on se retrouve tous ensemble en groupe. Exactement, c'est vraiment ça. Et puis, pendant la formation en ligne, c'est aussi entre les différents stagiaires de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger aussi à travers un forum ou un chat. Donc, c'est vraiment de poser des questions. Et puis, c'est valider des acquis, en fait. Donc, on a été sous l'égide des contraintes du VIVEA de la formation continue. Des exigences, pour pas dire contraintes. Les exigences, voilà, c'est ça, pour des exigences de qualité du VIVEA.
Quelques mots sur les atouts, bénéfices et puis encore une fois les limites et les freins au déploiement de ces formations mixtes digitales. Alors, je vais un peu répéter ce qui a déjà été dit, mais c'est donc une meilleure gestion de son temps. Et ça, c'est vraiment une très forte demande. Un accès à une base de contenu très riche et puis validé. Des mises à jour en temps réel, c'est-à-dire on met à jour notre contenu, on réalise de nouveaux modules et puis on actualise aussi le contenu. Donc ça permet, l'outil numérique permet je dirais, la non-obsolescence du contenu. De pouvoir échanger et partager avec sa communauté, ça c'est très important. Donc, comme le disaient nos amis de Landfise, des outils de plus en plus faciles à exploiter et multi-support. Et c'est vrai que c'est très, très important pour nous de garder toujours cet accès, cette facilité à l'accès du contenu. On a toujours le problème du premier, je dirais la première connexion. Il faut toujours les accompagner et ça, même pour ceux qui ont quand même une certaine habitude, ça freine. Se dire je vais faire 7 heures de cours en ligne, ça peut rebooter pas mal de monde. Mais quand ils y sont, quand ils ont commencé à y goûter, ils nous en demandent après. Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement et là, on est vraiment obligé de les accompagner. Donc, il y a une personne chez nous, qui est Laure, qui fait ce travail de pédagogie. Mais voilà, c'est vraiment, pour l'instant, il y a des petites réticences encore je dirais, à l'e-learning numérique. Donc, notre vision pour l'avenir, c'est à travers le numérique, c'est justement de continuer à proposer du contenu à de valeur ajoutée au plus grand nombre, toujours dans la simplicité et l'interactivité, avoir une interface qui ressemble à… Je pense aussi, la difficulté, c'est que les agriculteurs sont submergés d'outils numériques et c'est de pouvoir essayer de rassembler à travers une plateforme la formation, le conseil, les données, etc., pour avoir je dirais, un pilotage plus facile pour l'agriculteur. Et puis, c'est l'intelligence artificielle. Je pense que c'est vraiment les prochains développements pour avoir, je dirais, de proposer un contenu, je dirais, en push pour prendre une décision ou répondre à des questions que se pose souvent l'agriculteur. Voilà, très rapidement, j'ai essayé d'être assez exhaustif sur le C'est parfait, système. merci beaucoup Arnaud. On comprend que vous souhaitez vous inspirer des algorithmes de recommandation de Netflix et YouTube pour améliorer la recommandation et le push d'informations à faire à suivre. On va enchaîner du coup, merci Arnaud, on se retrouve tout à l'heure. On va enchaîner avec Jean-Baptiste Vervi qui a une double casquette. Jean-Baptiste est un agriculteur avant tout. Et donc voilà, on est curieux de l'écouter pour voir comment lui, il va réagir à tout ce qui a été dit jusqu'alors. Et puis, il est fondateur de l'entreprise WeezyFarm qui propose un certain nombre de solutions numériques pour l'agriculture. Et on va se pencher plus particulièrement sur les enjeux de recrutement de personnel qui ne sont pas forcément si éloignés que ça des sujets de formation. On va y revenir. Quelques mots pour démarrer sur l'enjeu, séduire, faire se matcher et choisir les meilleurs profils pour que les agriculteurs développent leur activité. Oui, tout à fait. Nous, on a sur WeezyFarm, du coup, il y a plusieurs sujets qui sont traités. Là, on fait le focus juste sur la partie justement emploi. Sujet qui est hyper important. Il y a plein de filières en fait. Tous les ans, c'est une galère pour trouver en fait de la main d'œuvre, tant CDI que saisonnier. Et le Covid l'année dernière a accentué tout ça. On pense nous qu'il va y avoir un regard social de plus en plus compliqué aussi vis-à-vis de la société. C'est-à-dire que vis-à-vis de l'agriculture, on avait un regard environnemental. Peut-être qu'il va y avoir un regard social qui va arriver et qu'à un moment donné, bien ou pas bien, mais peut-être que des travailleurs étrangers, ça va pas trop avec acheter français. Et vous avez vu, c'est super, c'est bio, mais c'est des mecs qui viennent de loin. Alors, je veux pas de jugement par rapport à ça, mais on pourrait avoir ça. Enfin, nous, on pressent ça. Voilà.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des filières aujourd'hui qui sont en difficulté et il y a une évolution de l'agriculture qui va encore demander plus de bras, alors qu'il n'y en a déjà pas assez. Et si on se convertit en bio, il faut des mecs pour aller désherber. Et on ne mettra pas des robots partout, ou tout le monde ne mettra pas des robots. Et il y a des bassins d'emploi où c'est des vraies tensions, où tu te dis, en fait, c'est pas évident, quoi. Et nous, on se dit, il y a deux choses, il y a plusieurs choses. Alors, il y a plein d'initiatives sur ce sujet-là, mais on a voulu quand même y aller. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont destinés à bosser dans l'agriculture. Il faut arriver à les capter et les faire se faire rencontrer. Puis il y a ceux qui ne savent pas encore qu'ils sont destinés à bosser pour l'agriculture, où ils vont s'épanouir vachement mieux en fait dans ces métiers-là, qui a du sens. Le sens, c'est d'amener à manger dans l'assiette des gens, des concitoyens. Là aussi, la période que l'on vit nous rappelle que on peut ne pas avoir de bras et du coup manquer quelque chose dans l'assiette. Il peut y avoir du gel et manquer des abricots et des poires dans les assiettes aussi. Donc ça rappelle deux, trois choses comme ça. Et puis il y a un sujet, c'est que aujourd'hui, même quand les agriculteurs trouvent, alors souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est que ils font beaucoup appel au bouche-oreille. C'est-à-dire, hey, salut mon petit pote, t'aurais pas 2-3 gars à me recommander. Bon, ok, c'est sympa. C'est 80% quand même de la recherche de l'emploi. Après, quand on trouve pas, il n'y a plus que 30% des gens qui vont à Pôle emploi. Plein de déceptions. Et puis après, on y va. On prend toutes les plateformes qui existent. Alors, il y en a qui sont plus ou moins connues. Et puis, Le Bon Coin et Facebook, quoi. Et puis, on lance des appels. Et puis, venez bosser chez moi. Mais il y a un taux d'échec dans le recrutement qui est assez important et qui porte, peut-être qui est à la base aussi des travailleurs étrangers à un moment donné, de se dire, bon, j'en ai marre, je délègue tout parce que moi, embaucher 30 personnes pour en avoir 20, tous les ans, c'est la même chose. Moi, ça commence à me prendre la tête. Le gars, il est content. Je le forme 2 jours. Il pleut. Ah, bah oui, il pleut. Bah, il vient plus. Bon, bah voilà, c'est quelque chose qu'on entend dans beaucoup d'exploitations qui est un peu le poids, des lourdeurs. Enfin, c'est un peu le sujet de qu'est-ce qui pèse sur les épaules de l'agriculteur. Donc, bon, l'idée, c'est d'essayer de sortir ça. Et puis, il y a tout un contexte administratif quand on embauche. Bon, voilà. Ça fait partie des papiers, parmi les nombreux papiers qu'on gère sur les exploitations. Voilà. Et donc, il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Et moi, je pense qu'en plus, même au fond, d'ailleurs, de la transformation de notre agriculture, il y a des consommateurs qui veulent manger local. Alors, c'est un autre sujet, mais pour moi, ça se raccroche. Ils veulent manger local. Il y a un rapprochement de l'agriculture. On veut savoir ce qu'on fait. Et et ça a été dit en introduction, ça attire quand même petit à petit des gens. Alors peut-être avec des projets qui sont pas conventionnels, mais c'est un bon indicateur. Ça attire des gens à venir dans l'agriculture. On connaît le projet Hectare, c'est aspirer des gens qui sont pas du tout du domaine agricole pour les amener en agriculture. Et ça, c'est un signe qui est intéressant à travailler. Ouais, je suis pas sûr que tout le monde connaisse ce projet Hectare, qui en quelques mots est une école de formation à laquelle a contribué en termes de financement, à laquelle finance Xavier Niel, et qui est porté par tout un tas d'acteurs et qui est une initiative privée, donc encore une fois, qui vise à accompagner la formation de néo-ruraux, nouveaux entrants dans l'agriculture, pour pas dire hors cadre familiaux, en tout cas toute une population qui n'est pas forcément directement connectée à l'agriculture, mais qui est intéressée à pénétrer ce milieu. Ouais, tout à fait. Et donc tout ça, c'est quand même des signes qu'il y a des gens qui veulent y venir dans l'agriculture. Donc il faut qu'on arrive à se connecter. Voilà. Alors après, la plateforme Mission qui fait ce matchmaking du coup entre des candidats et des recruteurs potentiels. Oui, et en partant du principe que l'agriculteur, ce qui l'intéresse, c'est il s'en fiche de savoir qui vient. Tout ce qu'il veut, c'est le gars qui est compétent et qui va bien bosser et pour lequel ça va bien se passer. C'est ça qu'il veut. Donc nous, on est rentré par le sujet de la compétence. Voilà, je sais faire telle chose. Je suis étudiant, retraité, chômeur, salarié, besoin de compléter mon revenu. Je sais faire quelque chose, je peux me déplacer, je suis disponible à tel endroit, j'ai des expériences et on va matcher tel mythique. En fait, automatiquement les profils aux agris. Et l'agriculteur gagne du temps, c'est-à-dire qu'il dépose son offre et boum, tout de suite, on va lui proposer une sélection. Et c'est lui qui va encore choisir parmi cette sélection. Et là, d'ailleurs, on inverse un peu le fonctionnement, puisque tous les systèmes autres, c'est les job boards où je mets une pub pour dire venez bosser chez moi et je me fais harceler éventuellement, ou pas du tout, d'appels à gérer. Et plus ou moins, je gère plus ou moins bien au téléphone. Ah oui, bon, je pense qu'il est bien, pas bien, enfin bon, bref, voilà. Donc nous, on leur propose aussi d'amener du qualitatif.
Voilà, l'idée, c'est d'aller un peu au-delà d'une simple bourse d'emploi en mettant, voilà, c'est pas une liste d'annonces, on va un peu au-delà. Ouais. Et le sujet, c'est que déjà pour attirer des gens, et puis globalement, je pense qu'il faut avoir la banane. Alors même si aussi en introduction, on a dit, bon, l'agriculture, le poids, la pénibilité, tout ça. Après, c'est vrai, il y a plein de choses, mais on peut aussi voir le verre à moitié plein et avoir la banane. On a de super avantages, on a des bureaux de travail extraordinaires, on travaille dehors avec des animaux, on remplit une assiette. Et c'est pas parce qu'on subit un secteur d'activité qu'on peut pas aussi se remettre en cause pour dire, hey, je remets du sens à mon boulot, quoi. Aujourd'hui, ouais, je me sens exploité. Allez, je me relance dans le projet. Normalement, c'est les chefs d'entreprise. Donc, ayons déjà la banane. Et le premier sujet, c'est de se dire, il faut être sexy en fait pour recruter. Bonsoir, bonsoir. Surtout dans un sujet, dans un domaine en tension, il faut être sexy. Et donc ça, il faut qu'on le travaille. Quand je vends une bouteille de vin, je raconte un storytelling. Pour venir bosser chez moi, il faut que j'envoie du rêve. Tout pareil, dans plein d'autres secteurs d'activité, les jeunes choisissent les boîtes qui les intéressent. Et c'est pas parce qu'on s'appelle KPMG qu'on va choper tous les gens qui sortent d'école de commerce. Peut-être qu'une start-up qui a du sens et des valeurs, elle va capter plus, quoi. Donc, c'est la même chose dans les exploitations agricoles. Et justement, comme il y a et en plus, on l'a vu dans des exemples, il y a des exploitations qui font des projets, il y en a qui font des conversions en agroécologie, il y en a qui font de l'agroforesterie. Il y a plein d'histoires à raconter et il y a des gens qui vont aimer des histoires et pas d'autres. Et donc, nous, c'est un sujet. Déjà, les gars, il faut être sexy. Donc, travailler son image et son storytelling, cette marque employeur. L'autre sujet, c'est de se dire, s'ouvrir à des profils qui peuvent être différents. C'est-à-dire que l'agriculteur, il a facile à dire, tiens, bonjour, je cherche un gars pour ramasser des fraises, tu as déjà ramassé des fraises, je t'embauche. Mais quand tu arrives et que tu dis, bon, je suis coach sportif, j'ai rien à faire en ce moment, j'aimerais ramasser des fraises. Là, le gars il dit, bon, attends, j'ai déjà eu plein de mauvaises expériences, ça va être encore la même chose, je cherche toujours un mec qui a ramassé des fraises. Ou alors même, alors là c'est fort parce qu'on le voit aussi sur la plateforme, des gens, des agriculteurs qui disent, non mais ce gars-là il habite trop loin, donc je l'appelle même pas. Oh, on s'en fiche, puisqu'en fait, le gars, il s'est inscrit, il a dit le nombre de kilomètres qu'il était prêt à faire. Donc, c'est pas ton problème. Mais en fait, on est habitué, il y a des habitudes qui sont là et on ne donne pas la chance. Alors, du fait de mauvaises expériences. Donc, l'idée, c'est d'arriver à profiler mieux justement les profils, leur donner un peu plus de clés pour qu'ils se trompent le moins possible. Voilà, qu'il y ait le moins d'échecs possible. Et donc, ça, c'est essayer de mettre peut-être. Donc nous, on a rajouté des tests de savoir-être. Voilà, on teste des choses qui se font dans d'autres secteurs. On essaye de les amener dans l'agriculture parce qu'en fait, dans les métiers agricoles, il y a beaucoup de savoir-être. Alors dans plein d'autres métiers, peut certainement, mais ramasser des pommes, tu l'apprends pas à l'école quand c'est sur un emploi saisonnier. Mais c'est du savoir-être que tu as besoin. Et puis, commencer par une saison, c'est peut-être faire du CDI après, quoi. Voilà, au-delà du geste qu'il y a à apprendre en savoir-faire technique, il y a aussi un savoir-être en matière de motivation, de travailler dehors, travailler en équipe. Travailler en équipe, respecter une consigne, la dextérité, être à l'heure, oui, il pleut, bon voilà. Après, on dit tout le temps, il y a de la pénibilité au travail. Alors c'est vrai, et moi je l'ai entendu là ces dernières semaines beaucoup avec des agriculteurs, à chaque fois je leur dis ça, ils disent attends, on s'améliore la pénibilité, c'est plus le cas. Enfin, j'étais dans le cadre d'une visite en Bretagne, on était dans une serre, il dit attends, tu vois, les gens qui bossent, ils sont frêles et tout, ils sont à hauteur, c'est plus comme avant. Et il y a plein d'efforts. Effectivement, et c'était l'objet d'un précédent webinaire qu'on a organisé la semaine dernière sur l'amélioration des conditions de travail par les technologies numériques et robotiques. Et puis après, il y a tout un pan. Je pense que pour réussir le bon matching, c'est de bien informer et former les candidats. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont se surestimer, dire ouais, bah oui, si ramasser des fraises, des asperges, bien évidemment que je sais faire. Mais en fait, non. En fait, c'est ça, c'est porter des cagettes de 20 kilos toute la journée. Non, mais j'ai déjà mal au dos chroniquement, donc bon, c'est un peu caricatural, mais essayer de les aiguiller. Et c'est pareil dans l'autre sens. On rigolait avec une boîte avec qui on fait un partenariat sur la castration du maïs. La nana, elle n'a jamais connu ce que c'est la castration du maïs. Quand elle a vu l'annonce arriver, elle a dit c'est quoi ce truc en fait? Ah, mais je dis moi c'est rien, hein, c'est un boulot d'étudiant. Tu mets ta crème solaire, tu as juste à tourner un peu casser un peu les fleurs de maïs. Mais il y a des termes comme ça, tu sais pas ce que c'est, tu dis je vais pas faire ce job, c'est quoi ça? Donc il faut qu'on l'explique. Et là aussi, l'art de la vidéo. Et puis, former et préformer. C'est-à-dire les 2, 3 peut-être
informations ou formations, même sans avoir pratiqué, quand même connaître 2-3 choses en amont de démarrer une mission, quoi. Sur des gestes techniques, sur globalement le contexte dans lequel on tombe et sur aussi la sécurité. Des fois aussi, tout simplement de la sécurité. Et ça, c'est des petits apports qu'on peut certainement ajouter, quoi. Voilà. Donc, vas-y, on a compris avec toi et ton propos. Hein, donc, tu as déjà défloré un certain nombre d'atouts, limites et freins à lever quant à la qualification des profils, qui je crois être notamment un des leviers principaux pour limiter ces déceptions, d'un côté comme de l'autre, hein, d'arriver à préformer. C'est réciproque, ouais, carrément. Et puis ça revient quand même à notre image. Quand tu vois que des images d'agriculteurs qui se plaignent, qui sont pas contents, ou qu'on dit bah vous, ils gagnent pas leur vie. Bah, si tu veux aller bosser dans un secteur comme ça, alors que c'est pas vrai, il y en a que ça se passe bien, dans ce contexte-là. Donc il faut travailler son histoire et son storytelling et casser les préjugés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi aussi, je travaille avec pour essayer d'insérer des gens, voilà, parce que l'insertion c'est bien aussi. Alors c'est compliqué. Il y a plutôt 80% d'échecs quand on fait de l'insertion, dans ce que j'entends d'exemples. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas faire des choses, bon sang. Et on peut pas faire, et peut-être qu'on peut faire même des très belles choses pour lesquelles on peut en être fier et qu'on peut valoriser sur son entreprise. Demain, dire j'ai permis à des migrants de bosser en France, d'apprendre le français, et parce qu'il vient d'un pays où il était agriculteur dans son pays et qui s'est intégré enfin, et de se dire bah voilà, parmi mes salariés, moi j'ai 10% de gens, je fais un geste social. Donc acheter des pommes et acheter mon attitude geste social, je pense que ça, c'est des choses qu'on peut valoriser, en fait, comme sa marque produit. Par contre, c'est vrai qu'il faut dépasser des préjugés. Des populations qui ont parfois des compétences particulières, particulièrement intéressantes. Ouais, je l'ai entendu sur des petites remarques, parce qu'on anime aussi un groupe Facebook pour que les gens se mettent en relation, c'est un petit peu un terrain d'essai pour nous. Et des fois, c'est nous qui validons des fois des profils. Donc on voit, tu vois, les pages Facebook des gars, quoi. Et on voit des trucs, bon, bah voilà, des photos avec 2 pitbulls, un camping-car et des dreads. Et puis, tu te dis, bon, bah voilà, c'est Notre-Dame-des-Landes, quoi. Et tu te dis, bon, je valide ou je valide pas ces profils-là, tu vois. Alors, c'est quoi ce jugement d'ailleurs un peu, bon, on pourrait discuter de ça. Et en fait, donc même nous, on se dit des fois dans l'équipe, au début, on se disait ça dans l'équipe, on dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je leur recommande ou je leur recommande pas? Et en fait, les vitis chez nous, ils se disent, ils sont géniaux, ces gars-là. Les viticulteurs. Ils viennent, ils ont leur camping-car, ils bossent 15 jours et après vont vivre leur vie. Ils les adorent, ces gens-là. Mais tu vois, nous, on a eu un préjugé, mais d'autres auraient un préjugé. Donc, c'est aussi l'art de casser ces préjugés. Et donc, sur la plateforme, un des moyens de casser les préjugés, c'est peut-être simplement les avis qu'on a sur toutes les plateformes collaboratives, de se dire, bon, voilà, il est bon, voilà, qu'il s'appelle Pierre, Paul, Jacques, Mohamed, ou il est bon, voilà, c'est tout ce qui compte, quoi. Allez, quelques mots de conclusion, ta vision pour l'avenir et les prochaines étapes. Eh ben, le sujet, pour moi, c'est améliorer la qualité des profils. Donc, nous, on doit mieux présélectionner les profils qui se présentent, donc aider les profils à mieux connaître les métiers et aider les gens à mieux maîtriser les métiers sur lesquels ils postulent. Et il y a un sujet avec ce qu'on a vu juste avant, la formation. Il faut qu'on donne des clés de formation. Quand tu embauches un gars, ou même quand tu veux faire de l'insertion, c'est quand même difficile de lui dire bon bah ok, c'est cool, on va te trouver un centre de formation dans un lycée. Alors j'ai rien contre les lycées agricoles, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est à la rentrée scolaire. Avant de faire ça, il faut peut-être un peu de souplesse et de se dire voilà, qu'est-ce que je peux t'envoyer rapidement pour te donner un peu le vernis de départ pour surfer sur voilà, cultiver ton appétence par rapport à tel ou tel métier et peut-être voir se dire non, en fait c'est pas pour moi ce truc-là, en fait, hein, c'est un sujet. Tu parlais de storytelling, l'idée n'est pas forcément non plus on va dire, cacher certaines réalités du travail agricole. Au contraire, je pense qu'il est important. Non. Ah bah non. En tout cas, faut la présenter. Mais il faut aussi présenter tous les avantages de bosser dans l'agriculture. Et il y en a plein. Mais on est tellement, enfin, on le dit pas. Voilà. Et ceux d'ailleurs qui bossent dans l'agriculture disent la diversité des métiers, la responsabilité, 2 choses que souvent remontent en fait dans les enquêtes des gens qui bossent. Et voilà, quand tu bosses dans des entreprises ou machin, enfin, là même si tu es sous la responsabilité d'un agri, suivant la boîte, suivant l'exploitation dans laquelle tu vas bosser, mais peut-être qu'on va te laisser toute la journée peinard, ok, tu auras des comptes à rendre, mais
ça peut être très, très cool, quoi. Et puis, il y a un bureau de travail qui est exceptionnel. Il y a des jours, c'est pas terrible. Mais il y a des matins, tu as des levées de soleil au pied des vignes. Enfin, c'est quand même formidable. Et la nature est très belle à regarder. Et moi, je suis toujours émerveillé quand tu plantes une petite graine, que tu te poses 2 minutes et tu regardes une petite graine de colza, tu regardes au mois de juin la taille du colza. Bah ça, t'as de quoi t'émerveiller, quoi. Tous les ans, en fait, avec un truc comme ça. Puis des fois, le gel, il vient nous embêter et c'est pas terrible. Mais c'est des super métiers, il faut les réexpliquer, il faut les expliquer, il faut amener des gens à les découvrir. Et puis, il faut aller les trouver là où ils sont et là où ils. Enfin, par exemple, si on veut capter des jeunes, il faut qu'on cause sur leur support, il faut qu'on aille là où ils sont pour les amener chez nous. Parce que sinon, Et là en fait, ils ne encore, viennent pas naturellement. là encore, donc tu refais le lien avec le sujet qui est le numérique et l'utilisation des plateformes. Donc, c'est aussi de s'interconnecter et de penser parcours utilisateur au travers de ces plateformes pour pouvoir à la fois qualifier, flécher, capter ces profils intéressants de façon à ce que, et je lis la phrase de conclusion, le numérique soit un outil qui devienne un allié pour le recrutement et de façon à faire Ça, augmenter la valeur créée par les entreprises agricoles. c'est ça, Merci c'est qu'un beaucoup. outil. Ouais, c'est qu'un outil, mais encore faut-il bien le calibrer, bien l'outiller et bien le penser pour aller chercher le bon caillou dans la bonne chaussure. Merci Jean-Baptiste, tu restes avec nous, reste connecté. Je propose du coup maintenant un petit temps d'échange entre les différents intervenants qui peuvent du coup rebrancher leur caméra et leur son. Et puis Anne, on avait quelques questions de précision avant de proposer qu'il y ait un échange un peu transversal entre eux. Oui, alors une question qui était plutôt adressée à Landfiles, qui est, alors je ne sais pas si vous allez répondre facilement, vous avez déjà commencé à donner un élément dans le chat. Landfiles, comment être en lien avec des agriculteurs non connus, mais qui auraient des questions à des problématiques qui m'intéresseraient. Je ne peux que me mettre dans un groupe de gens connus, point d'interrogation. Alors, on a différents modes de paramétrage dans Landfiles et d'ouverture des groupes. Notamment, on a la possibilité d'ouvrir des groupes très largement, comme si, enfin, de manière publique, on va dire, et de faire grandir ces groupes par une animation que l'on met en place sur des réseaux sociaux, enfin sur d'autres réseaux sociaux, pour faire venir les gens qui sont intéressés sur une thématique donnée. Ça peut être le pâturage tournant, l'agriculture de conservation des sols, les couverts végétaux en ville, enfin peu importe la thématique, hein, et pour regrouper des personnes autour d'une thématique sur une expérimentation participative ou seulement pour échanger des pratiques. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question parce que je n'étais pas certain d'avoir bien compris, mais voilà la réponse. On verra et la personne pourra réagir. Il y a un autre élément proposé par Henri de Richecourt, Anne, que je te propose de relayer. Excusez-moi, je ne suis pas sur la bonne. Vas-y, Pierre, parce que j'ai trop de fenêtres ouvertes. Pas de souci. Henri de Richecourt, c'est un adhérent d'AgriSud-Ouest qui propose la plateforme NEAI. Je relis son commentaire. J'ai compris qu'il y avait deux approches différentes entre My Green Training Box d'une part, qui propose des formations très validées scientifiquement, et Landfiles pour qui le savoir-faire est chez les agriculteurs. Écosystème, on est aussi dans une approche un peu, on va dire, qui penche du côté de l'expertise. Ne pensez-vous pas qu'il est nécessaire de permettre que ces deux approches discutent davantage pour se nourrir l'une l'autre et apprendre davantage à faire confiance à l'expérience et l'observation de l'agriculteur sur le terrain, tout en reconnaissant les mérites de la démarche scientifique? Question un peu provoque, mais en même temps, je suis à peu près sûr que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, n'est-ce pas, Laurent? Quand même, si je peux commencer, c'est carrément ça en fait. Tout est complémentaire. Effectivement, le retour du professionnel de terrain, il est super important. L'avis des scientifiques aussi. Nous, c'est vrai que sur la plateforme, par exemple, on a mis des forums d'échange entre les participants pour que aussi ils puissent échanger entre eux, partager aussi des recettes, etc. Et c'est clairement ce qui fait la richesse d'un parcours de formation, c'est que tous les acteurs, en fait, soit les promoteurs et les acteurs de cette formation-là. Nicolas, puis après Arnaud, j'imagine. Ou Arnaud d'abord? Oui, en fait, c'est vrai qu'on a
que présentait notre plateforme, mais c'est vrai que c'est complètement transversal et je pense qu'il y a un besoin à tout niveau, en fait, l'expérience terrain, l'expérience scientifique, les retours et le rôle de Landfiles là-dessus. Et enfin, je veux dire, c'est une pierre qui est très importante et qui va se développer parce qu'il y a un vrai besoin de pouvoir transmettre après dans le temps. Parce que le problème qu'on a eu, nous, sur nos formations, c'est ils sont très contents et après, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qui s'occupe de nous? Et c'est là où nous, on essaye de proposer un cursus sur le long terme, mais justement, qui prend le relais pour animer des groupes, pour continuer ce qui a été vu, testé, et voilà, des solutions comme Landfiles ou d'autres, c'est vraiment de pouvoir animer sur un moyen long terme et de voir la progression de chacun, quoi. C'est un gros travail, ça. En effet, Arnaud, et ça, c'est vraiment un sujet qui est souvent demandé par les apprenants. C'est qu'est-ce qui se passe entre les formations et comment construire un cursus de formation N+1 de l'année suivante qui se bâtit en fonction de la connaissance du groupe. Donc ça, on le réalise avec un organisme de formation et c'est vraiment une clé, je pense, à développer dans les années à venir. Bien sûr. Et puis, autre point, je dirais, c'est que les scientifiques, on parlait des scientifiques, ont besoin aujourd'hui de plus en plus d'experts sur des conditions réelles, sur le terrain. On a aujourd'hui des demandes d'industriels sur des biocontrôles notamment, de faire des tests sur des parcelles réelles parce que ils ont besoin d'avoir un peu plus de retours diversifiés. Donc, évidemment, ça va se développer et il va falloir collecter plus d'informations qui vont eux-mêmes nourrir les scientifiques. La plateforme Landfiles, c'est bien une plateforme qui met en lien le terrain, les agriculteurs avec les scientifiques. Hein. C'est pas l'un sans l'autre. Anne, je crois que tu as des questions encore à poser aux intervenants. Oui, j'avais personnellement des questions pour Quizifarm, enfin 2 petites questions par rapport à leur présentation, de leur outil. J'étais intéressée de savoir sur la partie profilage, comment vous procédez pour améliorer ce profilage. Est-ce que vous utilisez des méthodes ou des outils issus des sciences humaines et sociales? Enfin, vous avez un petit peu abordé rapidement le sujet, mais est-ce que vous pouvez en dire plus là-dessus? Ouais. Alors jusqu'à présent, en fait, c'était déclaratif et on estimait que comme une plateforme collaborative, les avis allaient trier en fait. Sauf qu'en fait, les emplois saisonniers, par exemple, c'est qu'une fois par an. Donc c'est long de se faire un profil. Là, on a testé depuis la fin de l'année des tests avec justement une autre startup spécialisée dans les sciences cognitives et qui a mélangé un univers un peu de gamification, des jeux pour en un quart d'heure déterminer trois sujets, la résistance à la difficulté, la capacité à recevoir des consignes claires et la capacité à travailler en équipe en fait. C'est pas si simple en fait, on s'aperçoit que c'est pas simple les informations qui en sortent sont pas simples à interpréter. Et tout bêtement, en fait, on a des gens, en fait, on a 50% des gens qui ont fait le test qu'on dit j'ai rien compris, et 50% qu'on dit ah ouais, ça fait une approche moderne du recrutement. Voilà. Et par exemple, rien que le test de difficulté, c'est un truc, ça dure 2 minutes, mais on a envie de se taper la tête contre les murs parce que on donne la bonne réponse, ça vous dit que c'est la mauvaise réponse. Et vous donnez la bonne réponse, ça dit que c'est la mauvaise. Ça permet juste de voir si le gars va aller jusqu'au bout ou s'il va renoncer très vite. C'est comme ça qu'il détermine, en fait, notamment, ça, il y a des gens qui disent, ouais, c'est bon. Et alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais au travail. Donc voilà, on est en train de calibrer un peu ça. Et là, on se pose la question tout bêtement de dire, bon, écoute, on va faire un questionnaire bête, hein, et puis tu vas nous placer des curseurs en disant, voilà, toi, les animaux, tu les aimes petits, gros, fans, t'adores souder, t'aimes pas souder, enfin, pour peut-être essayer de déterminer d'autres choses plus simplement. Enfin, on cherche encore un peu notre voie par rapport à ça. Vous travaillez avec des compétences académiques là-dessus, sur ces questions-là? Non, honnêtement, pas pour l'instant. Il faudrait qu'on y passe plus de temps, mais bon, dans le cadre d'un petit programme qu'on pourrait trouver certainement avec Pierre, on pourrait faire ça. Et puis après, il y a un autre sujet qui nous
qu'on aurait voulu tenter. Chez Pôle emploi, ils le font. Et moi, j'ai rencontré un arboriculteur qui le faisait aussi. Il met des gens alors notamment pour les emplois saisonniers, il les met en situation avant l'emploi. Parce que le truc, moi j'ai entendu ça à chaque fois pendant la période de confinement. Le plus facile, hein, c'est de faire une demi-journée avec des gars qui récoltent les fraises pour voir s'ils aiment bien récolter des fraises. Puis comme ça, on le saura. Ouais, enfin bon, l'agriculteur, lui, quand il a besoin de 30 personnes, il attend pas, quand les fraises sont mûres, à embaucher les 30 personnes. Il a anticipé, en fait, le gars. Donc, en fait, comment tu simules un atelier de ramassage de fraises quand les fraises sont pas mûres? Voilà. Et donc, c'est des trucs qu'on aimerait bien faire sur le terrain, tester, de faire des simulations, en fait, de mise en situation, de posture, de gestes. Donc là, mon arboriculteur, par exemple, il jouait la dextérité, il mettait des boîtes d'œufs, il faisait remplir et retirer les boîtes d'œufs. Et puis voir, voilà, celui qui cassait, celui qui allait vite, pas vite. Ça, c'est pas des pommes, mais bon, ça permettait d'identifier, il faisait ça, quoi. Et moi, je me dis que ce truc-là est intéressant parce qu'on peut le faire et on peut en profiter pour en faire un événement de communication. Imaginez qu'on fait ça un samedi matin au milieu de la place de la ville ou au milieu d'une fac qui dit, les gars, allez-y, vous avez des emplois pour cet été. Et puis, vous faites 2 heures un peu de jeu, un peu Ninja Warrior, mais des saisonniers. Et en même temps, vous évaluez des choses. Vous faites coup double si vous faites ça. Donc ça, c'est des trucs qu'on aimerait bien faire. S'il y a des partenaires qui peuvent essayer avec nous. Et de l'intérêt de mixer ça avec des outils numériques en amont ou en aval pour justement prépositionner ces personnalités justement au regard de leur appétence et de leur compréhension des réalités agricoles. Et ça permet en fait… Excusez-moi, vous avez présenté dans votre présentation un certain nombre de verrous, et notamment le verrou qui concerne les employeurs, les recruteurs, de savoir se vendre, être attractif, etc. Le verrou de pouvoir profiler les candidats. Là, vous énoncez des pistes de progrès qui pourraient être non numériques finalement, qui pourraient être de l'animation, de l'événementiel. Ouais. Du coup, vous mixez un petit peu tout ça, et dans quelle mesure vous êtes capable sur la plateforme d'automatiser un maximum de ces tâches, de ces fonctions, à la fois pour le côté mise en avant de l'offre d'emploi et pour le côté profilage des candidats. Ouais, alors c'est là où justement, parce que se pose la question de la scalabilité après derrière tous ces sujets-là, ce que je voulais vous dire justement, c'est qu'en fait, il y a le raisonnement, c'est un jeu d'étapes. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'inscrit, par exemple, pour continuer à l'identifier, on va dire tu t'inscris, on va t'envoyer un questionnaire, tu l'as fait, tu l'as pas fait, on t'envoie une offre, tu réponds dans les 24 heures ou tu réponds au bout d'une semaine. Tout ça va scorer en fait le gars pour se dire, bon, il fait l'effort ou il fait pas l'effort. Voilà. Après, sur par exemple l'histoire de la marque employeur, l'idée c'est de proposer en fait un système d'onboarding où c'est l'agriculteur lui-même qui va noter, raconter son histoire, dire ce qu'il fait bien en termes de bien-être animal, de bien-être au travail. Et donc, on va le guider, on va lui mettre des réponses types, on va l'aider comme ça. Et on lui fera un tuto, par exemple, pour dire, voilà, prends une photo de toi comme ça, plutôt comme ça. En fait, on va lui donner des guides pour qu'il soit le plus autonome possible pour que justement, ça soit assez scalable. Après, tout ça, c'est encore un peu, on cherche un peu la méthode la plus fluide pour effectivement derrière se dire, parce que j'avais vu un commentaire tout à l'heure, se dire que nous, notre boulot, c'est d'arriver avec les moyens qu'on a à faire le plus de matchs possible. Et sur l'emploi, il y a plein d'initiatives, mais il y en a plein, et beaucoup de dépenses d'énergie au regard des fois, et malheureusement, moi je trouve que des partenaires avec qui on a discuté, ils comptent rarement ça. Parce que quand ils sont sur du financement public, ils se posent pas la question. Moi, je trouve que c'est de l'efficacité du travail fait. Et quand on met 3 mois à monter une formation, et pour trouver un certain nombre de chômeurs ou de RSA, ça dure 3 mois pour arriver à les identifier, les monter en formation ou les former, et il n'y en a que 20% qui viennent sur une ferme. On se dit, putain, la dépense d'énergie, quoi. Donc, comment on peut faire pour amener du numérique, garder l'humain au bon endroit sur ce qu'il sait vraiment faire et essayer de détecter des choses pour minimiser les temps
pour faire ces mises en relation, quoi. Alors là, c'est des mises en relation un peu plus compliquées quand j'évoque les chômages et le RSA, mais c'est le même esprit. Comment on peut faire pour que les mises en relation et la qualification soient la meilleure et garder un petit peu de temps humain juste au bon endroit, juste là où on crée de la valeur. Merci Jean-Baptiste. On a vu là aussi en présentant ces différentes solutions qu'elles peuvent s'articuler les unes avec les autres. Et ce que tu décris là va dans ce sens-là. C'est pas ou tout numérique ou tout physique, on va dire, présentiel, mais c'est bien voilà, l'articulation d'outils numériques et d'actions en campagne in real life, en bon français. C'est par cette hybridation qu'on trouvera les clés, probablement. Je voudrais faire réagir Julien Brahi, donc enseignant-chercheur à l'ENSAT en sociologie des réseaux. J'imagine que dans tout ce qu'on a vu et discuté jusqu'alors, tu as plusieurs points sur lesquels tu voudrais peut-être rebondir ou sur lesquels tu voudrais attirer notre attention. Non, pas tant que ça. Bon, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire. Comme écho à finalement la conclusion de ma présentation, effectivement, les outils numériques sont toujours intéressants, mais ils n'ont de sens que quand on les articule à une compréhension du travail concret des acteurs ou à minima des préoccupations concrètes des acteurs si on pense aux consommateurs. Bon, et on le voit bien au travers des différentes présentations que pourquoi ces plateformes, ces différentes solutions, on peut espérer, et j'espère pour vous qu'elles vont réussir, parce qu'il y a vraiment un souci de l'acteur. Mais certaines réussissent déjà. Hein, juste pour finir, parce que tu m'avais dit que c'était une lapalissade à la fin. Oui, effectivement, c'est une lapalissade. Mais généralement, en fait, ceux qui développent des solutions techniques sont experts d'un point de vue technique. Ils ont bien pensé leur solution, mais ils ne l'ont pas assez pensé en situation. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'échecs. Et puis, une lapalissade, mais elle ne se voulait pas du tout au contraire. Enfin, je pense je le disais ça en me disant qu'on a l'impression qu'on enfonce une porte ouverte, mais c'est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Oui, voilà, oui. Et je pense que lorsqu'on veut développer une solution, un service pour des agris, mais pour n'importe qui, et du coup, a fortiori pour des agris, il faut vraiment se mettre en contexte. On a parlé des zones blanches, il y a des trucs tout bêtes. Hein. Lorsqu'on fait une appli sur un smartphone, ben, il faut penser que l'agriculteur, généralement, celui qui fait l'appli, il a des doigts comme moi, des doigts de geek. Hein. Donc, du coup, il faut que l'appli, eh bien, elle puisse marcher avec les mains d'un agriculteur qui a généralement des mains qui font 3 fois la mienne. Allez, donc, je sens que Jean-Baptiste veut réagir. Alors, je vais une dernière fois la parole et après je donne la parole à Anne pour conclure. Ouais, en fait, pour aller sur ce registre-là, puis tout le monde l'a dit, je pense que le numérique, avec numérique, il faut mettre humain, 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 humain. Parce qu'en fait, tous les outils qu'on amènent forcément un changement d'habitude. Des fois tout petit, hein, mais quand même un changement d'habitude. Et en fait, si on ne travaille pas ça, t'as beau faire des outils qui vont bien, et tout le monde l'a dit, hein, il faut un peu d'accompagnement, il faut un peu faciliter l'onboarding d'une solution, des fois quand on parle de certaines solutions. L'onboarding, c'est la prise en main ? Ouais, la prise en main. Parce que même si tu fais des solutions simples, on part d'habitude et elle bouge toujours un petit peu. Se mettre au e-learning, au début, déjà se mettre à la formation, bon, moi, j'ai essayé d'en faire plein de formations dans d'autres métiers et compagnie pour remplir des sessions, c'est toujours un peu les galères. On dit, ok, je vais être tout seul derrière mon ordi. Ok, quand tu seras monté dessus, tu auras compris que tu auras gagné quelque chose à le faire. Voilà, donc il y a un petit effort, un petit accompagnement et ça, c'est clé. Et moi, je mets ma casquette du co-farming quand je dis ça. C'est vrai pour toutes les startups que l'on entend. Il faut arriver à labourer un peu les cerveaux et casser les habitudes pour pouvoir s'autoriser à utiliser des outils numériques qui vont faire grandir. Eh ben, merci à tous et merci pour ces éléments de conclusion qui
vont dans la droite lignée de ce que j'aurais pu aimer vouloir dire. J'insiste sur quelques petits points complémentaires, c'est que cette montée en compétences, elle est attendue pour limiter les risques, pour gagner du temps et en confort, pour faciliter la gestion administrative, financière et puis RH, on l'a vu avec la plateforme mission de WheezyFarm, et que ça constitue des vrais leviers de création de valeur pour les producteurs agricoles et leurs conseillers. Et que dans un contexte de transition agroécologique, d'exigences réglementaires et normatives qui vont croissantes, on a une complexité du métier qui va croissante et peut-être que des nouvelles générations qui entrent sur le marché ou dans les métiers agricoles s'attendent à ce que cette complexité, ils puissent la gérer de manière plus confortable. Et donc, ces attentes sont peut-être plus explicites avec l'évolution des profils qu'on observe et l'évaluation des structures d'exploitation et cet éclatement des formes de structures d'exploitation qu'on observe. Les taux de déploiement de ces solutions numériques, ils sont encore très faibles. On a parlé de plein de leviers d'adoption. Hein. Est-ce qu'ils sont vraiment apporteurs de valeur? C'est ce que disait Julien à travers la palissade, entre guillemets, mais à laquelle je souscris complètement. C'est encore faut-il que ça serve à quelque chose, qu'on ait trouvé le bon caillou dans la chaussure. Puis il y a des enjeux d'ergonomie, de facilité d'usage et de confiance à générer autour de ces outils. Un enjeu qu'a évoqué aussi Arnaud, l'interopérabilité entre ces outils, de façon à ce que j'évite la ressaisie de données, me loguer 4 fois auprès de 4 comptes différents. Ça peut être un frein à l'usage. Et puis Julien a insisté là-dessus, l'articulation avec les organisations environnant les agriculteurs, s'insérer dans le quotidien de l'agriculteur. Et puis enfin, les enjeux d'accompagnement humain, sur lesquels a insisté Jean-Baptiste. Voilà, merci à tous pour vos interventions. Je passe la main à Anne pour quelques éléments de conclusion de la conclusion et quelques infos complémentaires. Merci. Merci Pierre. Oui, on vous propose, sans être exhaustif, de partager avec vous quelques ressources d'information autour de ce sujet-là. Donc, autour du sujet de nos 2 webinaires, puisqu'on était sur un mini-cycle. Donc, déjà, un focus sur l'étude JIVA, quelles compétences pour une agriculture numérique, où là, on inverse un petit peu la question, c'est-à-dire, c'est pas le numérique au service de l'agriculture, mais comment dans le monde agricole, de quelles compétences on a besoin pour pouvoir s'adapter à cette transition digitale. Donc, avec 2 liens vers le rapport complet ou la synthèse de l'étude. Des liens vers des outils portés par l'écosystème académique du numérique pour l'agriculture en région. Donc, un lien vers l'Observatoire des usages du numérique et toutes ses publications. Un lien vers le livre blanc qui a été créé par la chaire agrotique sur comment diffuser les outils numériques. Un lien vers le centre de ressources du MAS numérique, qui est une exploitation vitrine des solutions numériques appliquées à la viticulture notamment. Un lien vers le grand projet Occitanum dont a parlé M. Labarthe en introduction, qui est un projet à l'échelle de l'Occitanie, donc implanté sur tous les départements, et qui réunit un grand nombre d'acteurs du développement agricole, des entreprises et des scientifiques dans un esprit laboratoire d'innovation à ciel ouvert et dont le principal objectif est de pouvoir faire émerger et expérimenter de nouvelles solutions numériques avec les utilisateurs. C'est vraiment l'idée principale. Donc, ça rejoint un petit peu tout ce que vous avez évoqué au fil du webinaire aujourd'hui, c'est cette notion de co-construire avec l'utilisateur final pour plus d'efficacité. Pierre, si tu veux dire 2 mots de plus, je sais, enfin, vous êtes… Tu as tout dit, non, on est en plein là-dedans et on va lancer quelques appels à manifestation d'intérêt qui justement traduisent des besoins exprimés par des acteurs de terrain, notamment sur la viticulture dans le Gaillacois. Donc, soyez vigilants, on lance des premiers AMI, appels à manifestation d'intérêt, fin de semaine ou début de semaine prochaine. C'est vrai que c'est un projet qui démarre. Oui, un projet qui démarre. Le co-farming, une association que préside Jean-Baptiste. Je ne te redonne pas la parole, Jean-Baptiste, parce que ce serait trop long, mais voilà, c'est une association de start-up qui regroupe des plateformes qui ont décidé de faire ensemble en réseau, en tout cas qui proposent des outils permettant à des agriculteurs et à leurs conseillers et leur environnement agricole de faire ensemble. Et donc, ce sont voilà, le co-farming est une association qui regroupe plusieurs de ces plateformes et qu'a présenté d'ailleurs Julien dans sa cartographie. Et puis, donc, quelques événements à venir. Anne,
Oui, alors, je vois que… OK. Oui, les événements, je vous invite à consulter le calendrier des événements d'Agri-Sud-Ouest Innovation en cliquant sur le lien suivant. Peut-être, Pierre, une précision sur l'événement Co-Farming Tour, puisque tu l'as ajouté. Ouais, donc l'association Co-Farming fait son tour de France et s'installe en Occitanie du 24 novembre au 2 décembre avec un certain nombre de manifestations qu'on va organiser avec l'ENSAT, avec Agri-Sud-Ouest Innovation. On remobilisera certainement ADOC et d'autres partenaires locaux de l'écosystème d'innovation agricole. Merci. Et puis, pour finir sur le même sujet numérique pour l'agriculture, un rendez-vous à noter dans le calendrier, sans doute à la mi-octobre 2021, si les échéances de cette fin de crise sanitaire sont maintenues et tiennent leurs promesses, qui semblent jour après jour un peu plus compliquées. Mais bon, on continue à y croire. On verra s'il faut digitaliser ou pas d'ailleurs. Enfin, pour revenir au sujet, donc sachez qu'on organise les 3e conventions d'affaires B2Field. Donc, des conventions d'affaires, ce sont des journées de rencontres avec des rendez-vous préorganisés entre différents types d'acteurs, et en l'occurrence, ici, des utilisateurs, des offreurs de solutions, mais aussi des laboratoires de recherche, dans le but de créer du partenariat commercial, de l'achat, de la vente de solutions, de trouver des clients, des fournisseurs, mais aussi de se trouver des partenaires pour développer de nouvelles solutions numériques, donc pour être plus dans l'innovation. Et il y avait un petit lien vers la page d'accueil de B2Field 2019 pour vous aider à voir un peu plus clair sur cette manifestation qui aura lieu sans doute en octobre, on l'espère. Il ne reste plus qu'à vous remercier tous. Oui. Vous rappelez qu'il y a donc le replay du webinaire de la semaine dernière qui est mis à disposition sur la chaîne YouTube d'ADOC et on pourra repartager les liens dans ce support qui sera mis à disposition de l'ensemble des participants. Ouais, voilà, on vous enverra un mail avec à la fois le PDF du support de présentation et les 2 liens vers les 2 replays du webinaire de la semaine dernière et de celui d'aujourd'hui. Donc, attendez tranquillement quelques jours le temps que les points techniques se fassent. Je vous invite à la fin de cette session à remplir le questionnaire qui va s'afficher automatiquement ou alors à le faire un peu plus tard grâce au lien qui sera envoyé par un mail de suivi. Et puis, Pierre et moi, on vous dit à bientôt. Et merci beaucoup d'avoir participé en tant qu'intervenant, mais aussi en tant que participant à ce webinaire aussi nombreux. Il y avait 80 participants la semaine dernière. On a eu un petit peu moins de monde cette semaine. Le sujet était un peu peut-être moins grand public, moins attractif. En tout cas, j'ai trouvé les débats très intéressants. Oui, on va œuvrer à ce qu'il le soit encore plus. Merci à tous et puis donc oui, à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.